Et oui, c'est le 1er avril. Bonjour à tous, il est 6h30, c'est donc le 1er avril et c'est le jour de tous les dangers pour ceux qui font ce genre de métier. Parce que vos camarades sont souvent espiègles. Remarquez, ils le sont toute l'année, donc par conséquent, il n'y a pas de raison qu'ils le soient plus aujourd'hui que d'habitude. Si. Bon, eh ben, on verra ça tout à l'heure. Le ciel sera gris et humide sur tout le pays et les pluies faibles n'épargnent que le nord pour le moment. Les températures cet après-midi, ça sera toujours aussi doux, je peux vous le confirmer, encore douce, mais ça va légèrement faiblir. Hein. Bah oui, quand même. Nous sommes au mois de mars, 14 degrés à Brest cet après-midi, 17 à Paris et 20 à Grenoble. Mais enfin, ça reste encore... Mais pas au mois de mars. 1er avril. Qu'est-ce que j'ai dit? Avril? Au mois de mars. Oui, ça, vous voyez, ça commence. Alors moi, je dis mars et eux, ils me disent avril, parce que c'est le 1er. À peine, on est à peine en avril. Je vais vous laisser avec Emmanuel Vanier, à qui je dis, nous sommes donc le 1er avril, mon cher Emmanuel. Bonne chance, à bientôt. Voici le résumé d'actualité. Bonjour William, madame, monsieur, bonjour. C'est la dernière journée du procès de Maurice Papon. Au terme de la plaidoirie de Jean-Marc Varro, son défenseur, Maurice Papon prononcera quelques mots, puis les 3 magistrats et les 9 jurés entreront en délibéré pour juger de la culpabilité ou de l'innocence de Maurice Papon, accusé de complicité de crimes contre l'humanité. Le verdict de ce procès, commencé le 8 octobre, devrait tomber la nuit prochaine. Quelques incidents ont eu lieu en marge de la 5e manifestation organisée hier à Paris par les enseignants et les élèves de la Seine-Saint-Denis. 70% des établissements de ce département sont en grève pour exiger plus de moyens. 90 personnes ont été interpellées et 10 placées en garde à vue. Un ménage sur 10 vit sous le seuil de la pauvreté. 5,5 millions de personnes disposent de moins de 3 800 francs par mois, révèle une enquête de l'INSEE. La pauvreté s'est accrue chez les chômeurs, bien sûr, mais aussi chez les salariés dotés d'emplois peu stables. Présentation ce matin en Conseil des ministres du projet de loi Chevènement sur les polices municipales. Cette loi prévoit de les doter d'un code de déontologie, surtout de leur interdire le port d'armes et de tout faire pour que les policiers municipaux soient clairement différenciés des gendarmes et des policiers nationaux. Reconstitution hier soir à Lyon de la bavure de la Duchère. En décembre dernier, un policier lyonnais avait tiré à bout portant sur un jeune homme de 24 ans, le blessant mortellement. Cette bavure avait, vous vous en souvenez, provoqué de sérieux incidents pendant plusieurs jours dans la cité lyonnaise de la Duchère. Les médecins généralistes un petit peu plus cher. À partir d'aujourd'hui, la consultation passe à 115 francs. Les tarifs des spécialistes ne changent pas. Et puis les championnats du monde de patinage artistique qui se déroulent à Minneapolis aux États-Unis et une belle performance pour le couple français Anissina Pesra. Les médaillés de bronze des Jeux Olympiques de Nagano se classent pour l'instant 2e ex aequo après la première épreuve, la danse imposée. Fin des épreuves vendredi. Voilà William, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Eh ben, ça s'est bien passé finalement. Donc on peut considérer que les 5 premières minutes étaient tout à fait remarquables. Absolument. Nous allons passer à la suite avec le programme de ce soir. Si vous regardez France 2, vous verrez qui? Eh ben, vous verrez l'Instit. Ça s'appelle Touche pas à mon école. C'est avec bien sûr Gérard Klein dans le rôle principal. L'Instit Nova qui effectue un remplacement dans une école primaire qui va probablement fermer à la rentrée prochaine et les autorités académiques vont proposer un groupement scolaire avec la commune voisine, afin de sauver au moins une des 2 écoles. C'est un choix qui ne s'avère pas très facile et on va retrouver l'Instit et ses élèves en salle de soir, donc dans l'Instit avec Gérard Klein et quelques-uns de ses petits camarades. On passe à l'emploi avec Sophie Pignal. Si vous êtes un passionné de jeux vidéo ou que vous connaissez quelqu'un de votre famille ou votre entourage qui est concerné par cela, eh bien, Sophie Pignal vous propose d'allier l'utile à l'agréable. Comment? Figurez-vous qu'il y a des emplois dans ce secteur et pour cause, ça se vend tellement, il faut bien les fabriquer et les commercialiser. 4 logiciels sur 5 vendus dans le monde sont des logiciels de jeux vidéo. Un marché en pleine explosion et les spécialistes prédisent qu'il pourrait bien dépasser celui de la musique enregistrée. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui distribue des logiciels de jeux vidéo. L'occasion pour nous d'approcher un peu plus cet univers. Filiale française d'une entreprise américaine, GTI Software, commercialise des jeux vidéo. Créée en France il y a 1 an et demi, elle comptait 4 salariés. Ils sont aujourd'hui 22 et ça continue. Aujourd'hui, nous recherchons dans 2 directions, le marketing et les ventes. Dans le marketing, des chefs de produits et des personnes qui vont s'occuper de la localisation. Et d'autre part, du côté des ventes, on va chercher des responsables de grands comptes. Pour les chefs de produits, on recherche des profils de personnes qui ont à la fois
une connaissance, une expérience dans le domaine des produits de la grande consommation ou bien un savoir-faire acquis dans le domaine de produits de loisirs. Et puis aussi, qui sont capables de faire preuve d'un vrai intérêt pour les logiciels, pour le jeu en général. Un grand compte, c'est quelqu'un qui est au contact avec les acheteurs des centrales d'achat, qui fait la promotion de nos jeux, de nos produits auprès de nos grands clients. Et là, on recherche des gens qui ont une expérience similaire dans d'autres secteurs, si possible dans le secteur des produits de loisirs également, puisqu'il y a un intérêt particulier à parler de nos produits dans le détail. Mais tout ça ne nous dit pas en quoi consiste le métier de responsable localisation. Alors en fait, localiser, c'est donc entièrement traduire le jeu qui vient des États-Unis en français. Donc il y a deux parties essentielles. Il y a d'abord traduire les voix pour ensuite les réenregistrer et les réintégrer dans le jeu. Et ensuite, il y a tous ce qu'on appelle les graphismes. Donc il faut retravailler l'image pour changer le texte et le mettre en français. Et la troisième autre chose, c'est le manuel, le packaging, exactement, où est vendu le CD avec donc son emballage. Pour que ça... My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. C'est moi. Devienne ça. Je m'appelle Abe. J'ai été élu employé de l'année. Maintenant, je ne suis plus qu'un tas de viande. Plusieurs spécialistes Tout ça. interviennent. Alors quels sont les intervenants? Donc il y a des traducteurs qui tout bêtement traduisent de l'anglais au français. Mais il y a également des infographistes donc, qui travaillent l'image, puisqu'il faut la redessiner souvent, parce que c'est une image entière, donc on redessine les lettres. Et il y a évidemment des techniciens en informatique qui vont dans le programme et qui, en fait, on travaille avec des codes, le produit est codé, et donc ces gens vont dans le code et changent les lignes qui correspondaient au texte. En fait, le responsable localisation est au jeu vidéo ce que le directeur artistique est au spectacle. Autre secteur en plein développement, celui de la sécurité, avec l'émergence de nouveaux métiers comme les métiers de surveillants. Alors attention, rien à voir avec le personnage que vous voyez là, bien au contraire, il s'agit de surveillants de magasins. Donc on a besoin aujourd'hui de grands magasins, donc des personnes ayant l'expérience de la clientèle, sachant l'approcher, pas de maître chien, des personnes discrètes. C'est absolument ce dont on a besoin, en tout cas au printemps Haussmann. De jour comme de nuit, à temps partiel ou au contraire à temps complet. Si vous êtes intéressé, le mieux c'est encore de vous rendre directement au magasin. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h45 à midi. Ils vous reçoivent au bureau du recrutement. Il est situé au 8e étage du Printemps de la Mode. Voilà, vous avez tout noté? Ah, peut-être pas d'ailleurs. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a mis tous les numéros de téléphone sur cet écran, les numéros de téléphone nécessaires, y compris le Minitel, y compris l'adresse Internet? Merci beaucoup, dont vous pouvez user, c'est ce que vous faites d'ailleurs, hein. Les messages auxquels nous répondons. Oui, on répond. Dans les délais? Non, dans des délais, oui. Bon, nous allons vous présenter maintenant quelques images d'un frère. Ah, c'est un joli film qui est tout à fait récent, ça date de 97, s'il vous plaît. C'est Sylvie Verrette qui a réalisé ce film avec Emma Decaune. Et c'est là où elle s'est fait remarquer, Nils Tavernier et quelques autres. L'histoire d'un jeune photographe qui rêve, comme beaucoup d'autres, de conquérir Paris. Et puis, il a sa petite sœur qui lui tombe dessus, qui entre dans sa vie. Alors, et en plus, elle est amoureuse de son meilleur ami. Hein. Catastrophe. Allons-y. Qu'est-ce que tu fous là? C'est bon, la même chose que toi, c'est bon. Non, ça m'étonnerait. Vas-y, barre-toi. C'était qui ma fille? Ta sœur. Elle est marrante, ta sœur. Marrante. Marrante. Ça reste un bébé quand même. Putain, t'as vachement changé, hein. Tu trouves? Ah ouais, un maximum. En mieux ou en moins bien? Plus nana, quoi. J'ai des vrais problèmes de thunes. Non, mais ça, t'es pas le seul. Moi, je peux rien faire pour toi. Mais là, c'est grave. Tu t'appelles comment? Sophie. C'est pas trop dur d'être la sœur de Loïc? Je suis pas artiste, moi. Je vis pas chez ma mère. T'aurais peut-être mieux fait d'y rester chez ta mère. Si je t'invite à boire un café avec moi cette semaine, tu viens? Sans ton frère. Peut-être. Ne regarde pas comme ça. Je te regarde comme je veux. T'es encore ma sœur, je suis encore ton frère. Je fais ce que je veux. En fait, tu ressembles beaucoup à ton frère. Physiquement? Il t'a sauté? Lâche-moi. Tu vas te toucher un peu comme ça? Lâche-moi, je te dis. T'énerve. Lâche-moi, je te dis. T'énerve pas. Tu me lâches. Je vais te lâcher. Tu me lâches. Mais je te lâcherai quand tu te calmeras.
Putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu t'en prends à moi, merde? Rassure-moi juste quand même, c'est platonique entre toi et Sophie. Ah ouais. Elle me plaît, ta sœur. Je crois que je l'aime. Moi aussi j'aime. Voilà. Oui, je pense que c'est pour ça qu'elle a eu un César, hein, garçon? Non? Oui? Bon. Eh bien, en tout cas, elle a eu un César, la petite Emma. Voilà, nous allons passer au jardin. Exceptionnellement, Michel Lys et son camarade de Miu Miu ont décidé de prendre un congé sabbatique de 24 heures. Tant mieux, tant pis, je ne sais pas. C'est le 1er avril et donc nous allons parler de ça avec Brigitte Millot. France 2, avec Logis de France, hôtel-restaurant, vous présente Jardin. Ah, ils vont regretter, les sponsors. On aurait dû l'enlever aujourd'hui. Eh oui. Bon, non, Pourquoi vous dites ça? Non, non, mais non, je dis ça pour ça. Bon, alors, allons-y. La reine du jardinage. Si vous êtes la reine du jardinage, et effectivement, ce sont des plantes dont vous m'avez dit qu'elles étaient particulièrement solides. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'elles ont déjà plusieurs mois. Et regardez dans quel état elles sont. Elles sont quand même magnifiques. Regardez, sur celle-ci, il y a même la rosée du matin. Regardez ces roses, là. Vous voyez? Ah non, attends, j'ai pas mes lunettes. Ben, mettez vos lunettes et vous allez voir des petites roses fraîchement cueillies. Regardez comme c'est joli. Vous le voyez, ça? Ah vous voyez oui, la petite c'est rosée? peut-être trop d'ailleurs, non? C'est peut-être trop? Ouais, pourquoi non. vous trouvez que ça fait pas naturel? Ça, ben, là, de près, comme ça fait un peu. Mais oui. de loin, ça fait vraiment naturel. Alors, on va se reculer un peu pour voir. Faites voir. Reculez-vous, on va donner une vue d'ensemble. C'est quand même très ouais, joli. pas mal. Voilà, et bien c'est ça le secret de leur robustesse. Simplement, ce sont toutes des fleurs artificielles. Tout ce que vous avez sur le plateau ici, fleurs et plantes, sont artificielles. Ce qui change la vie de gens comme moi, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas du tout la main verte. Comment faire quand on n'a pas la main verte? Et bien voilà ce qu'il faut faire, il faut aller chercher des plantes comme ça. Alors moi j'avais un petit a priori en me disant c'est pas terrible, ça fait un peu kitsch, ça ressemble à chaque fois que je pensais plantes artificielles, je me disais restaurant d'autoroute, certains restaurants chinois, vous savez où il y a des plantes en plastique, pas très jolies. Et là, on est complètement scotché parce qu'elles sont complètement... Elles sont en plastique, là. Non, elles sont en tissu. Et alors le secret de ces plantes, c'est pas tellement qu'elles soient en tissu, c'est que par exemple, on prend ces plantes où elles sont, où est le ficus? Je sais pas où il est. Il est là. Le ficus est là. Regardez, on dirait un vrai ficus parce que le tronc est naturel. Le tronc est complètement naturel, c'est un vrai tronc de ficus. Et en fait, il n'y a que les feuilles qui sont en tissu. Toutes les feuilles sont en tissu, donc pour toutes les plantes, c'est pareil pour le lierre, le tronc est complètement naturel. Et après, ce sont les plantes, les feuilles qui sont en ficus. Alors l'intérêt, c'est quoi? Pour les gens qui sont allergiques, il n'y a plus de problème d'allergie. Plus aucun problème d'allergie. Pour les gens... Mais non, mais c'est très important. Oui. Pour la propreté de la maison, il n'y a plus de problème. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'était ni à poussière. Non, parce que fini, ça c'est fini, William. On jette l'arrosoir. En revanche, non, on le garde. On ne jette rien ici. Mais on utilise quoi? Un sèche-cheveux. Et grâce au sèche-cheveux, donc qui remplace l'arrosoir, il n'y a plus de poussière parce que régulièrement, un petit coup de sèche-cheveux, pop, et il n'y a plus de poussière du tout. Non, mais vous êtes bien consciente que pour les asthmatiques, c'est un nid à poussière. Ça non, si vous les entretenez bien. Faut les non. entretenir. Oui, Non, mais vous savez qu'il y a beaucoup de plantes qui sont allergisantes, de plantes d'intérieur, notamment le ficus. Donc là, plus de problème d'allergie. C'est une chronique médicale, bien entendu. Ensuite, il n'y a pas de problème de propreté, donc on l'a dit, pas de problème de terre qui se balade et tout. Pas de problème d'enfants qui risquent d'aller attraper. Ne regardez pas comme ça, c'est vrai ce que je vous dis. C'est joli, votre truc. Mon quoi? Non, c'est bien fait. Ah, c'est joli, ça. Ouais, c'est pas T'as fait assez Michel Lys, non? T'as fait la petite sœur de Michel Lys. Bon, allez, bon. Là aussi, hein. Ah non, vous t'en avez mis partout. Regarde, non, il y a du boulot, là, parce que quand même, c'est une chronique qui a été suffisamment travaillée avec le bambou qui sort, là, hop, qui passe derrière. Vous étiez en train de parler des enfants qui ne risquaient rien. Voilà, les enfants ne peuvent pas attraper, vous savez, la terre ou les petites choses que l'on met dans les plantes vertes. Ensuite, les autres avantages, c'est... Ça ne tombe pas malade. On n'a pas du tout à l'entretenir. On peut partir en vacances tranquillement. Et ensuite, on n'a pas... Alors là, ça c'est vrai. Mais non, mais c'est important. Mais alors prenez des chiens en plus moi, aussi, parce que quand vous partirez en vacances, vous les poserez là, chiens en plus, on n'a pas besoin de... Moi, j'ai essayé d'avoir des plantes vertes chez moi.
je n'y suis jamais arrivée. J'ai 2 ficus, ils sont morts tout de suite. Je ne sais jamais où il faut les mettre, comment il faut les arroser, combien il faut les arroser, à quelle exposition. Mais oui, mais même en écoutant, je vous assure, j'écoute tous les matins, Michel, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la main verte. Et puis, ça coûte une fortune, ces choses-là. C'est vrai que c'est assez cher, mais quand on fait le compte, regardez par exemple ce petit bouquet-là. C'est sympa d'arriver chez les gens. Un faux bouquet quand même. Pourquoi? Regardez, ça je vous assure. Vous arrivez, regardez, vous arrivez chez quelqu'un. Vous allez vous le prendre dans la tête si vous arrivez avec un truc comme ça. Moi, vous venez chez bonjour, moi. Mémène. William, vous venez chez moi avec ça. Non, oui, je suis ravie. D'abord que vous veniez chez moi, je serais ravie. Mais en plus avec ça, je serais ravie. Regardez, un bouquet comme ça, 150 francs. Après, vous vous arrangez pour 150 francs. Oui. Vous arrangez pour qu'il y en ait 3. Après, vous avez un beau bouquet que vous installez chez vous, qui est riche, qui est beau, c'est assis cassé mieux. Je vous assure que ça, dans un joli petit vase, on ne voit pas la différence. Il y a même le petit côté fané, un petit peu jaune à certains endroits, etc. Les boutons sont là, tout y est. On ne voit pas la différence entre des vrais et des faux, je vous assure. Vu d'ici, en tout cas, là, à travers... Non, non, ça va. Ça, on devrait s'en servir pour le cinéma, hein, quand on fait plusieurs prises. Là, au moins, c'est solide. Ça tient la route, non, là, ça tient, il n'y a pas de problème. Et donc, vous venez 2 ou 3 fois à la maison, vous en achetez un à chaque fois, et après, j'ai un très joli bouquet à l'intérieur qui ne bouge pas de chez moi. Regardez le mimosa. Le mimosa, c'est très joli, mais malheureusement, ça ne tient pas. On a beau tout essayer, de mettre dans l'eau chaude, mettre de l'aspirine dedans, mettre plein de choses, ça ne tient pas. Là, vous avez un mimosa boule qui est magnifique. Il va durer 10 ans, lui. Comment il a 10 ans? Non, il va durer 10 ans. Puis un dicton du jour. Ah, le dicton, oui. Le 1er avril, lorsque la lune se lève de profil, tu peux planter du persil, mais sans te regarder le nombril. C'est bien, c'est bien. Non, en plus, c'est un vrai, celui-là. C'est un vrai. J'ai cherché. C'est du boulot, c'est bien. Elle a bien travaillé, c'est bien, petite Mimi. Voilà, c'était la pauvre Mimi qu'on a fait réveiller à cette heure-là. Heureusement que ça passe à ça là, parce que votre famille vous verra pas. Merci beaucoup. On va passer au sport maintenant avec Alexandre Cara et quelques images qu'il a récoltées. C'est lui, des vraies images, bien sûr. Ça sent bon en plus, hein, les fausses fleurs. Non, franchement, ça sent rien du tout. Vous n'y mettez pas du vôtre, Alexandre, franchement. Oui. Vous trouvez que je manque d'imagination? Ça doit être ça. Non, mais il faut jouer le jeu, il faut dire la fleur à milieu. Attendez, j'essaye encore. Voilà, il faut faire. Bah oui, non, il n'est pas convaincu. Ça sent le parfum de Brigitte. Ça sent le parfum de Brigitte, mais ça, vous le saviez mieux que moi, mais moi, je l'ignorais. C'est vous qui le dites. Là, j'imagine, je suis pute, vous savez. Très bien. Oui. Alors, nous allons commencer par le... Par du foot. Ah, tiens. Bah oui, nous, on va être très sérieux. Hein. On va regarder des hommes qui courent après les ballons et qui marquent des buts. Chouette alors. Chic alors, Alexandre. La Lazio de Rome a un pied en finale. Hier, elle était à Madrid contre l'Atlético de Madrid. Et regardez Jugovic. Oh, Jugovic. Oui, lui a un pied qui ne trempe pas. Et on va en rester là. 1-0 pour la Lazio, qui donc aura pas grand-chose à faire normalement pour se qualifier lors du match retour. Enfin, j'exagère un peu parce que l'Atlético, c'est quand même un sacré morceau. Là aussi, un but signé Zamorano pour l'Inter de Milan. C'était l'autre demi-finale qui opposait l'Inter de Milan au Spartak de Moscou à Milan. Et vous allez voir une égalisation signée Alenichev pour le Spartak. Le Spartak qui s'est très bien défendu face à l'Inter de Djorkaeff et Ronaldo. Mais finalement, in extremis, à la 90e minute, Elias marque. Et donc, une victoire pour l'Inter de Milan. 2-1, mais le Spartak s'est montré un adversaire redoutable, donc il faudra vraiment se méfier lors du match retour de cette demi-finale de la Coupe de l'UEFA. On se perd dans un regard comme ça. Hein. Ah bon? C'est à Minneapolis, au championnat du monde de patinage artistique. On va lui donner une carte routière. Il s'agissait de l'épreuve imposée de danse. Et vous reconnaissez sur ces images les Français Marina Anissina et Gwendal Pesera qui sont placés... Médaille de bronze, non? Oui, médaille de bronze à Nagano. Absolument. Je vois que vous avez suivi les Jeux Olympiques attentivement, William. Et là, ils se sont pour l'instant classés, c'est un classement provisoire, à la seconde place, ex aequo avec les Canadiens Bourne et Kratz, mais juste derrière les Russes Krylova et, j'ai du mal à prononcer ça, Ovsianikov, qui sont les vice-champions olympiques. C'est un bon résultat. Vous savez qu'ils ont été médailles de bronze à Nagano et ils ont reçu des menaces. Ça, c'est quand même la petite histoire. Ils ont reçu des menaces parce qu'ils avaient coiffé sur le poteau, c'est le cas de le dire,
les Canadiens, donc en l'occurrence Kratz et Bourne, qui eux étaient arrivés 4e. Ah bon. Et on avait accusé, vous savez, de collusion les juges russes et français. Et donc là, ils ont reçu des menaces, donc ils sont sous la protection du FBI. C'est extrêmement compliqué. Et ces histoires de juges, il va falloir réformer ça, non, vous croyez pas? Depuis le temps, tout le monde le dit. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, non, ça me ferait très plaisir. Mais je crains que ça... On a des problèmes de ce genre au cours de manifestations, y compris celles des Jeux Olympiques, où on prétend que certains juges font cause commune avec d'autres pour certains pays. Enfin bref, tout ça n'est pas clair. Très honnêtement, ça fait des années et des années qu'on en parle, et pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose bouger. Bon alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un poisson d'avril. Non, vous savez, les poissons d'avril, c'est pas notre genre. Non. Puis nous, on les fait comme ça, au moins on les voit bien. Les poissons d'avril. Non, on ne fera pas du petites choses douteuses. Non, c'est costaud. Lors de la Coupe du Monde, vous avez entendu parler de la Coupe du Monde, il y aura donc une Coupe du Monde en France, du côté de Joanne, Coupe du Monde de football. Pelé, le Brésilien, sera consultant pour France Télévisions. Il y a un accord global qui a été signé entre France Télévisions et TV Globo, qui est l'une des principales chaînes brésiliennes. Et donc Pelé sera consultant pour France Télévisions. Vous savez qu'actuellement, il est ministre de la Jeunesse et des Sports au Brésil. C'est pas mal, donc on aura un ministre consultant. De formidables programmes dans certains quartiers défavorisés. Si on a le temps d'en parler un jour, vous verrez que cet homme-là sait y faire avec les enfants. Bon, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, mon sac est prêt, donc il ne manque plus qu'à prendre le billet et j'y vais. Aucun problème pour ça. C'est pas une mauvaise idée, Alexandre. Le tout, c'est de se proposer. Voilà, Alexandre se propose d'aller faire un tournage, combien? 15 jours au moins? 15 jours, ça va. Je vous ramène un petit truc sur le beach volley en même temps, sans problème. Vous savez, quand je vous prends par les sentiments. Ça change tout. Bon, allons-y, on enchaîne. Autre chose qui n'est pas un poisson d'avril, c'est les problèmes que rencontre Tracy Edwards, c'est de la voile. Regardez. Oui, j'en ai parlé un peu hier. C'est le trophée Jules Verne, donc une tentative de tour du monde à la voile en équipage. Et vous voyez que ça va pas très bien. Heureusement, il y a un avion de la RAF qui passe par là et donc qui a réussi à les repérer au large des côtes chiliennes, ce qui va permettre, parce que vous savez qu'ils n'ont plus de mât sur leur bateau, ce qui va permettre à un remorqueur de venir les aider à sortir du marasme dans lequel ils sont, parce qu'en fait, ils dérivent. Les filles, c'est un équipage exclusivement féminin, sont à la dérive au large des côtes chiliennes. Ils leur ont envoyé des vivres et une caméra. C'est tout de suite, vous voyez dans quelle époque on vit. C'est joli, des biscuits. Non, la caméra d'abord. Le soleil sur le désert, c'est joli, mais le marathon, ça fait mal aux pieds. Et donc, avec les rations qu'on mange, c'est vrai qu'on a hâte que ça se termine. Et le café n'a pas l'air terrible non plus. C'était la deuxième étape du marathon des sables. Cette fois, ça durait la bagatelle de 37 km. C'est pas mal non plus. Et c'est toujours les frères Lassen et Mohamed Ainsal qui sont en tête de cette épreuve après cette deuxième journée. Je rappelle quand même qu'il y a Ce sont des régionaux d'étape, non? Voilà, exactement. Ça, c'est aux États-Unis. C'est bien. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est du basket. Alors là, c'est un match qui opposait les Lakers, dont vous voyez Shaquille O'Neal sur ces images, aux Kings de Sacramento, à Sacramento. Et alors, la grande nouvelle, et c'est assez surprenant, c'est que Shaquille O'Neal, qui est quand même l'un des plus grands joueurs de la NBA, pourrait jouer en France l'an prochain. Et ça, c'est assez étonnant. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, mais on parle de contrat très sérieux pour l'un des clubs principaux, vraisemblablement le club de la capitale. Et donc, on attend de savoir quel sera le montant de transfert, mais ça pourrait effectivement être un montant record de plusieurs dizaines de millions de francs. Vous savez qu'en NBA, qu'est-ce qu'il viendrait faire on brasse des millions de dollars. Il a encore un bel avenir dans son pays. Visiblement, il a envie de quitter Los Angeles où ça va plus très bien en ce moment. Enfin, de belles images pour terminer, ça fait pas de mal et puis ça fait plaisir. Un peu de funboard. C'était le championnat de France de funboard à Gruissant, c'est dans l'Aude. Vous voyez qu'il faisait assez beau, on allait très vite. Des manches sont des manches sur une longue distance. Il y avait un vent de 20 nœuds à peu près ce jour-là. C'était ce week-end. Bon, c'était juste pour vous faire rêver. Non, c'est bien. Merci beaucoup, Alexandre. Je verrai pour vos frais de mission, tout ça, pour votre reportage au Brésil, après la Coupe du Monde, puisque Pelé a autre chose à faire en ce moment. Je prépare ça, je planche. Oui, réfléchissez au problème quand même. Feuilleter les... D'accord. On va passer à la météo maintenant, avec Laurent Romeshko, qui est en train de vous dire qu'il fait nuit, et ça, c'est une info. Si j'ai bien suivi la météo d'hier soir avec Mademoiselle Davant, le temps devrait changer, Monsieur Romeshko. Ah bon? Ah bah oui. Ah zut.
Je vais, Ah, pareil, j'aurais pas dû je vais vous dire le pareil. dire. Ça change déjà, regardez un petit peu. Oui, il fait nuit. Il fait nuit là pour le moment. Les nuages recouvrent pratiquement toute la France ce matin. Ils donnent quelques pluies, des pluies assez discrètes, des pluies faibles. Ça va mouiller sur pratiquement toutes les régions, sauf le nord-est ce matin, où le ciel sera voilé en allant du relief ardennais jusqu'à la Franche-Comté au nord des Alpes. Un temps encore assez agréable sur ces régions. Ailleurs, c'est la grisaille qui domine. Des pluies faibles en allant du Pas-de-Calais jusqu'à la Provence et à la Corse. Des pluies beaucoup plus continues en allant du Cantal jusqu'au Midi toulousain et au plateau de Lannemezan. Et puis sur l'ouest, là, c'est déjà un régime d'ondées avec de courtes éclaircies dans le courant de la matinée près de l'océan, mais aussi des averses. Voici les températures de ce matin avec des valeurs qui restent encore très douces. Au nord, entre 10 et 13 degrés, puis sur la moitié sud, entre 8 et 13 degrés du côté de Biarritz ou bien dans la région marseillaise. Dans le courant de l'après-midi, à peu près le même type de temps. Nous allons retrouver un temps humide et gris sur pratiquement toute la France. Il neigera même, puisque la perturbation va se décaler vers les Alpes. Il neigera à partir de 1900 mètres sur la Savoie et la Haute-Savoie. À l'arrière, ce sera le ciel de traîne avec quelques apparitions du soleil et des averses qui resteront locales en allant de la baie de Somme jusqu'au Massif central. Plus au sud, un temps un petit peu plus sec, les pluies seront beaucoup plus rares. Et puis une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest, elle devrait repousser l'autre. Celle-ci devrait donner des pluies un petit peu plus conséquentes, accompagnées de vents de sud-ouest sur les côtes atlantiques jusqu'à 50 km/h. Voici les températures de cette journée, encore douce malgré la baisse, entre 14 et 18 au nord, 20 pour Strasbourg et puis au sud, 21 degrés du côté de Biarritz. À tout à l'heure. Le contrat de confiance. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il est 7 h. Nous sommes un mercredi et c'est le 1er avril. Voici le journal. C'est Frédéric Crotta qui présente cette édition. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. C'est la nuit prochaine que l'on connaîtra le verdict du procès Papon. Son avocat Jean-Marc Varro a terminé sa plaidoirie. Il rejette la responsabilité personnelle de Maurice Papon dans la déportation des Juifs de Bordeaux. Dernière minute d'un procès qu'a suivi pour nous Dominique Verdeillan. Un peu fatigué. Hier, ça s'est la première partie, il y a 2 heures, pendant 1h30, c'est très bien parti. Depuis, je suis obligé de faire la pédagogie. Pédagogie. Maître Varro le reconnaît, il s'adresse aux jurés comme un professeur. La cour d'assises navigue entre cours d'histoire et cours de droit. Définition du crime contre l'humanité, le rôle de la préfectorale sous Vichy. Maître Varro n'oublie rien. Papon, dit-il, n'a pas eu de rôle actif dans l'exécution des ordres allemands. Il n'est qu'un relais d'information. L'avocat reprend un par un les 8 convois imputés à son client. Il n'a été que le témoin de ces moments dramatiques, conclut-il. Aucun convoi n'était délicat. Ils étaient tous préoccupants. Celui-ci qui concerne particulièrement les enfants, vous avez dit, c'est un peu la croix de ce procès? À cause des enfants, mais pas à cause de Maurice Papon, qui n'est en rien impliqué. Ce matin, après la dernière partie de la plaidoirie de Maître Varro, Maurice Papon devrait prendre la parole une dernière fois. L'avenir de Maurice Papon dépend de 12 jurés et de 764 questions auxquelles ils doivent répondre. À Tourcoing, le lycéen de 18 ans blessé par l'un de ses camarades est toujours dans un état critique. L'accident s'est déroulé alors que les 2 jeunes étaient en classe. La balle a traversé le cerveau et le pronostic des médecins est très réservé. Reconstitution à Lyon de la bavure de la Duchère, décembre de l'année dernière. Un policier tire à bout portant sur un jeune homme de 24 ans et le tue. Retour sur cette bavure avec Benoît Guédret et Didier Guyot. Pour la première fois depuis le drame, le policier auteur de la bavure est revenu dans son commissariat, mais cette fois-ci entouré par les gendarmes. Car Jean Carvalho est aujourd'hui en prison. Mis en examen, il risque les assises pour avoir tué à bout portant le jeune Fabrice Fernandez. Tout s'est passé dans un bureau de ce commissariat au cours d'un interrogatoire. Fabrice Fernandez venait d'être interpellé dans la cité de la Duchère après une altercation. C'est alors que le policier Carvalho, particulièrement énervé, a saisi une arme. C'est une scène qui, si on la voit dans un film, on ne la croit pas. Un policier en uniforme, un fusil à la main, le canon braqué sur le front d'un homme menotté, sans défense. Et à un moment donné, le coup de feu qui part. Pour ce policier déjà sanctionné dans le passé, le coup est parti accidentellement. Au juge d'instruction, il a répété hier soir qu'il pensait que l'arme était neutralisée. En face du commissariat, un jeune homme a tout vu. Son témoignage est accablant. Pour Jean Carvalho, mais aussi pour ses 5 collègues qui ont assisté pendant plusieurs minutes à la scène sans réagir. C'est la raison pour laquelle hier soir, les avocats de la victime ont demandé que ces fonctionnaires de police soient également poursuivis. Le projet de loi sur les polices municipales sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Au centre de la réforme lancée par Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, il y a l'éventuel désarmement des policiers municipaux. Sébastien Leguet.
À Strasbourg, comme dans de nombreuses villes, l'armement des policiers municipaux est une affaire de tradition. Ici, certains quartiers ont une réputation nationale en termes de délinquance, hors de question que l'on patrouille sans armes. Les jeunes à qui nous avons affaire voient quand même que nous portons une arme et nous représentons l'autorité. Un dossier ouvert 4 fois en 5 ans par des gouvernements successifs, jamais refermé. Jean-Louis Debré et avant lui Charles Pasqua et Paul Quilles n'ont pas réussi. En décembre dernier, Jean-Pierre Chevènement s'y attelle à son tour. Il y a quelques cas où ils sont armés de 357 Magnum et il peut y avoir des débordements. Il y a aussi des cas où ils ne se distinguent pas de la police nationale. Il s'agit aussi d'uniformiser l'uniforme, laissé aujourd'hui à la discrétion des municipalités. Au Canet ou à Nice, c'est parfois le style flic américain et ça hérisse la police nationale. C'est un principe républicain qui nous est cher. Nous estimons, nous, que dans une république, il ne peut y avoir qu'une seule police, c'est la police nationale. Depuis l'annonce de l'avant-projet de loi, les pétitions ont fleuri. 300 maires ont protesté. Avec le passage en Conseil des ministres aujourd'hui, ils attendent des assouplissements, notamment le maintien des patrouilles nocturnes. Jean-Pierre Chevènement ne décolère pas devant les députés. Il a déploré l'attitude d'un petit groupe de militants antiracistes qui a tenté le week-end dernier d'empêcher l'expulsion de 16 clandestins, 16 étrangers sans papier, qui selon certains témoignages auraient été frappés. C'est toujours la colère parmi les enseignants et les lycéens de Seine-Saint-Denis. Pour la 5e fois depuis le début de leur mouvement, il y a une vingtaine de jours, ils ont défilé dans les rues de Paris. Benoît Thévenet. Entre 6 et 10 000 personnes, des lycéens, des professeurs et des parents d'élèves, se sont rassemblés derrière les banderoles de leur collège ou de leur lycée pour réclamer davantage de moyens. Nous manifestons pour avoir les mêmes moyens et les mêmes chances pour nos gamins que partout en France. Les manifestants dénoncent les classes surchargées, les enseignants non remplacés, l'absence de matériel informatique. Autant de revendications qui ont déclenché la grève de 180 établissements de Seine-Saint-Denis. Et le plan de rattrapage annoncé il y a un mois par Claude Allègre a été jugé nettement insuffisant. Hier, le ministre de l'Éducation n'a pas fait de nouvelles propositions. Je l'ai dit aujourd'hui encore au syndicat que mon objectif était que dans tous les établissements difficiles, on arrive d'ici 3 ans à 18 élèves par classe. Une table ronde organisée par Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, est prévue jeudi. Trouver des solutions devient urgent car la tension monte. Hier, quelques incidents se sont produits. 2 vitrines ont été brisées et pillées, 2 personnes blessées et 90 autres interpellées. 9 d'entre elles ont été placées en garde à vue. Tout à l'heure, au cas de vérité, Marie-Pierre Farkas recevra Thierry Fournier de la Fédération des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis. Une nouvelle polémique en matière alimentaire. Alors que n'est toujours pas réglé le problème de la vache folle, des études montrent que la sardine pourrait à son tour avoir les mêmes symptômes. Damien Thévenot. J'aimerais 1 kilo de sardine. Est-ce qu'elle n'est pas folle, votre sardine? Non, non, celle-ci, c'est de la bonne sardine bretonne, elle n'est pas folle. Ah bon, alors je la prends. Vous en voulez 1 kilo? Oui. En quelques jours, la rumeur a gagné l'étal des poissonniers. Une rumeur confirmée ce matin par un rapport de la répression des fraudes, un rapport accablant. La sardine serait devenue folle, une maladie proche de l'encéphalite spongiforme. Les commerçants ont appris à différencier la sardine folle de la sardine saine. Vous voyez, ça c'est une sardine normale. Et la sardine folle ressemblerait plutôt à ce poisson-là, avec des grandes dents, un corps très énorme et assez bizarre. Donc assez dangereux quand même. Ah ouais, vaut mieux pas se faire mordre par ce genre de poisson, quoi, parce que ça peut faire bobo. Quoi. À l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que la maladie peut se transmettre à l'être humain. Pourtant, plusieurs cas suspects ont été observés en France. Pour l'instant, une dizaine de personnes qui ont mangé des sardines ont un grand besoin de boire, d'eau, et 2 d'entre elles ont un gros problème de personnalité et de surdité. Est-ce que vous mangez des sardines? Est-ce que vous mangez des sardines? Des sardines, moins, parce qu'à cause elles sont trop grasses. Et est-ce que vous avez entendu dire que les sardines avaient une maladie, la sardine folle? Ah oui, j'ai entendu ça, oui. Parce qu'il paraît qu'en plus, quand elle n'est pas complètement morte, elle vous mord parce qu'elle a des dents. Enfin, je la mordrai avant, vous inquiétez pas. Après la maladie de la vache folle et le scandale des plantes transgéniques, il semble bien que cette nouvelle maladie de la sardine folle inquiète de plus en plus les pouvoirs publics. D'ailleurs, la Commission de Bruxelles se penche sur ce problème, sur ce que l'on présente déjà comme le fléau de l'année 98. Alors ce matin, tous vos journaux titrent sur ce qui pourrait être un scandale cette année, la sardine folle, affaire à suivre. Révélation de notre confrère Ouest France. D'après une enquête que publie le quotidien breton, le mauvais usage des médicaments provoquerait 18 000 décès par an en France. Un chiffre tout à fait inquiétant puisque cela représente le double des accidents de la route. Toujours à propos de médecine, sachez que le prix des consultations des généralistes passe aujourd'hui de 110 à 115 francs. Le taux de remboursement de la sécurité sociale à 70% reste inchangé.
En France, un ménage sur 10 vit sous le seuil de pauvreté, moins de 3 800 francs par mois pour une personne seule, 7 900 francs pour une famille de 4 personnes. On est considéré comme pauvre. Les dernières statistiques de l'INSEE font état de plus de 5 millions de pauvres dans notre pays, comme nous l'explique Éric Mézy. 10% des Français sont pauvres. Dans un imposant rapport publié aujourd'hui, l'INSEE le confirme, la pauvreté reste bien un phénomène de grande ampleur. Mais depuis 10 ans, elle n'a pas progressé, précise l'Institut, notamment grâce aux mesures de solidarité publique comme le RMI. 3 millions de chômeurs, 6 millions de personnes vivant avec moins de 4 000 francs par mois, le lien est direct, la pauvreté est bien de plus en plus liée au chômage. Mais phénomène nouveau, les salariés ne sont plus à l'abri. Emploi précaire, petits boulots, embauche temporaire, les travailleurs sans emploi stable constituent ce que l'on nomme des salariés pauvres. Perversité du système, ces travailleurs se voient la plupart du temps privés de l'aide sociale réservée à ceux qui n'ont pas de travail. Si la pauvreté a reculé chez les personnes âgées, les jeunes, eux, sont de plus en plus touchés par la précarité. Mais attention, cette enquête ne tient pas compte des sans domicile fixe ni des personnes vivant en foyer. Abandon du projet de taxation de l'outil de travail. Le gouvernement qui travaille sur la réforme de l'impôt sur la fortune semble écarter cette hypothèse. Il sera simplement mis fin à des situations choquantes comme l'évasion fiscale. On fera en sorte également que les grosses fortunes n'échappent pas à l'impôt sur la fortune. Et puis, sachez que les Français mentent rarement, mais ils mentent. Une enquête publiée par Le Pèlerin magazine montre que 48% des Français affirment mentir rarement, 30% de temps en temps. Pour la majorité des Français, 61%, les hommes politiques sont ceux qui mentent le plus souvent, suivis de très près par les journalistes. En sport, au championnat du monde de patinage artistique qui se déroule à Minneapolis, les Français Anissina Pesera, médaillée de bronze à Nagano, sont pour l'instant second classement. On les voit sur ces très très belles images. Et puis, je vous rappelle que ce soir, Monaco affronte la Juventus de Turin, demi-finale aller de la Coupe d'Europe de football. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Frédéric. Nous allons revenir sur cette enquête dont vous parliez il y a un instant. Donc, depuis 10 ans, la pauvreté qui augmente en France, c'est une étude de l'INSEE qui a été réalisée entre 84 et 94. Elle est de plus en plus liée au chômage et elle se rajeunit. Alors, la question, parmi d'autres, a-t-on tout fait pour empêcher cette progression? Voici la réponse, une des réponses proposées par Philippe Sassier. Un Français sur 10, c'est une étude qui vous tombe sur la tête comme un coup de massue, ça, Philippe. Bonjour. Oui, bonjour, William. Écoutez, au cours de ces 10 années étudiées, le nombre de ménages que l'INSEE estime pauvres a progressé de 15%. En 1994, il y avait 5,5 millions de Français qu'on pouvait estimer comme pauvres dans leur mode de vie, dont plus de 1 million d'enfants de moins de 14 ans. D'autres études, incluant d'autres critères, font état de 7 à 8 millions et demi de pauvres dans notre pays. Alors là, la photographie fournie par l'INSEE est-elle fidèle? L'Institut estime qu'il est difficile de dresser un vrai bilan de cette pauvreté à 1 franc près gagné en plus. En effet, vous passez le seuil de la statistique qui est fixé également de façon arbitraire, reconnaît l'INSEE, 3 800 francs pour une personne seule, 7 900 francs par mois également pour un couple avec 2 enfants. Alors, près de 40% des Français au chômage sont pauvres et les ménages de chômeurs pauvres ont doublé entre 84 et 94, en clair, pendant les septennats de François Mitterrand qui voulait changer la vie. Alors, une question se pose, la France a-t-elle la bonne méthode pour lutter contre une pauvreté qui progresse en même temps que le chômage? En fait, la lutte contre la pauvreté passe par la distribution d'aides sociales beaucoup plus que par la création de richesses et d'emplois. Et c'est peut-être là que se situe le vrai problème. Depuis le début des années 70, le taux de pression fiscale sur les ménages a pratiquement doublé. De 1980 à 1996, les impôts sur le revenu et le patrimoine de ces ménages sont passés de 169 milliards à 600 milliards de francs. Ils ont plus que triplé. Les prestations sociales reçues ont progressé de 600 milliards
à près de 2000 milliards, triplement là aussi. Les chômeurs qui étaient en dessous du seuil des 2,80 millions ont passé le cap des 3 millions en août 1993. On a augmenté les impôts, mais dans le même temps, l'État a accru ses emprunts, sa dette a quadruplé. Ça n'a pas empêché la pauvreté et le chômage de progresser, ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire une reprise des créations d'emplois, montre que c'est la croissance, que c'est la reprise de l'activité, que c'est la création de richesses qui crée des emplois beaucoup plus certainement que les 35 heures imposées par la loi. Depuis des années, la France met en pré-retraite des quinquagénaires par bataillon entier sans parvenir à sortir du piège du chômage, mais en préparant le piège du financement de ces retraites. Il y a aujourd'hui 1 million de RMistes en France, mais où sont les mesures d'insertion devant accompagner le RMI? Et quand on apprend que le fils de Madame Joncourt, vedette de ce qu'on appelle l'affaire Elf, et qui a reçu plus de 50 millions de commissions de la part Elf, que ce fils était inscrit au RMI, on peut quand même se poser quelques questions sur le bon fonctionnement de notre système. En fait, eh bien, William, c'était une véritable révolution que nous convie cette enquête de l'INSEE. Le fils de cette dame était inscrit au RMI. C'est une inscription abusive ou alors sa maman ne lui donnait pas l'argent de la semaine? Je ne sais pas, mais quand on vit dans 320 mètres carrés à Paris, dans un appartement payé... ça fait des frais, oui. Le petit, il a pas... Vous avez de l'argent de poche, là? Oui. Parce que c'est normal, je ne sais pas. Non, probablement pas. Merci beaucoup. On va demander à Marie-Pierre. On va demander à Marie-Pierre, qui a sûrement une question là, et ça s'appelle repasser le ballon. Et hop. Bon, Marie-Pierre va vous parler de ce que vous venez d'entendre, effectivement, comment c'est réparti dans la presse, sur votre presse quotidienne, elle va vous le dire. Bonjour Marie-Pierre, effectivement, il est de nouveau question, quasiment en première page de certains de vos journaux, de cette enquête, mais aussi de la baisse du chômage. Un 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. Non, pas du tout. Bonjour à tous. Qui sont les riches, qui sont les pauvres, s'interroge le Parisien. À moins de 3 800 francs par mois, si l'on vit seul, on est pauvre. À plus de 33 000 francs, on est riche. Tableau des inégalités d'une société française qui s'américanise de plus en plus. 5,5 millions de pauvres, c'est le titre de l'Alsace, soit 10% des 24 millions de ménages français. La pauvreté touche un ménage sur 10, poursuit la Tribune, et les modèles britanniques et hollandais ne sont guère encourageants. Le travail à temps partiel s'y développe et génère autant, sinon davantage, de misère que dans l'Hexagone. Toujours à la lecture de cette enquête, La Montagne explique que les nouveaux pauvres sont plus jeunes et plus urbains. Moins 0,2% de chômeurs en février, c'est une petite baisse en trompe-l'œil, estime Le Figaro, d'autant qu'on vient d'apprendre qu'en 10 ans, de 84 à 94, explique Michel Chiffre, le nombre de ménages de chômeurs pauvres a doublé. Il y a aussi un peu de politique dans les journaux ce matin, avec un sondage dans Libération où l'on apprend que 36% des Français veulent un grand parti unique RPR-UDF et 56% des personnes interrogées pensent que l'opposition aujourd'hui n'a pas de projet. François Léotard siffle la mi-temps dans Le Figaro. C'est plus qu'une crise, dit-il, c'est la fin d'une époque qui aura duré 40 ans. Christiane Vétus, dans les mauvaises nouvelles d'Alsace, commente encore ce matin les consultations à l'Élysée, s'interroge. Elle dit « La défense des valeurs citoyennes, qui sont le fondement de la République, ne passe-t-elle pas par une mobilisation électorale massive sur un seul programme, un seul homme ou un seul parti ?» Dans ce Sud-Ouest, c'est Alain Juppé qui commence une sorte d'opération de charme auprès des enfants de la communauté urbaine de Bordeaux. Il est allé hier à la rencontre des tout-petits pour leur expliquer les enjeux de l'an 2000. Autre information politique que l'humanité, mais tout de même au conditionnel. Hier midi, le président de la République se serait interrogé devant Philippe Séguin sur l'utilité d'une nouvelle dissolution. C'est un droit dont Jacques Chirac disposera le 2 juin prochain. Je vous en reparlerai demain, on vous l'a dit, Le Pèlerin Magazine fait sa grande enquête sur le mensonge et nous sommes assez mal placés juste derrière les hommes politiques. Oui. Donc ça c'est vrai qu'on le refera dès demain. Bataille, hein. Oui, c'est une terrible bataille. Alors raison de plus pour noter l'honnêteté ce matin de Westphars qui revient sur les prévisions d'Alain Zing en début d'année. Il se disait trop optimiste. Le président Lofou, Office français de l'observation de l'Union européenne, explique les raisons de son erreur. La baisse du marché des actions a induit un contre-effet de richesse qui vient amputer le patrimoine disponible des ménages. Oui, bon, on n'a pas tout compris, mais on a l'habitude. Un peu de sport enfin, puisque le Paris salue ce matin inévitablement la victoire du PSG en Coupe des buveurs de coupe. La Noix du Nord raconte la mésaventure de l'équipe de division d'honneur d'Armentières qui devait affronter Villetaneuse hier soir. Le match a été annulé pour cause de vol de ballon. Sondage spécial 1er avril du Parisien. 71% des Français considèrent que c'est une excellente occasion de rigoler. Alors si vous aimez le poisson, sachez que Le Figaro le dit, les esturgeons sont menacés d'extinction. Et puis vous avez vu le sujet de Damien Thévenot. La Providence publie ce matin une enquête sur l'encéphalite spongiforme de la sardine. C'est très compliqué à dire. Les premiers tests ont été révélés par des
chercheurs portugais. Si vraiment vous adorez rire, je vous conseille la dernière page de François, qui est à l'occasion de l'inauguration de la rue Pierre Dac dans le 18e aujourd'hui, c'est réel, publie quelques-unes des arrière-pensées d'un successeur de Pascal. La caresse est la mère de tous les vices. Et puis pour toutes vos fans, elles sont très nombreuses, je vous conseille d'acheter Téléstar parce que vous allez découvrir, voilà, ça c'est William Bébé. Non, non. Bon, d'accord, c'est Leonardo DiCaprio, tant pis. Oui. Ah, quoique. Ah, vous voyez, oui. Non, mais c'est en vieillissant qu'on a beaucoup de points communs. Merci beaucoup. Non, vous ne pensez pas. En vieillissant, je ne sais pas, il est encore bien jeune. Oui, il est encore bien jeune, oui, d'accord. Merci Marie-Pierre. Dans la chronique qui suit, en général, à Cersei, chronique intitulée Moderne, assurée par Nicolas Angèle, eh bien, on vous parle d'objets qui devraient servir à vous faciliter la vie. Cette fois-ci, c'est Françoise Xenakis qui va se pencher sur le problème et elle devrait vous aider. Enfin, je ne suis pas sûr de ça. Soyez moderne avec le set de Cégétel. Une longue tâche qui vous incombe, ma chère Tati, parce qu'il s'agit ce matin de montrer des objets. En général, vous, ce n'est pas les objets, ce sont les pensées, plus exactement. Non, mais il m'a fallu tout mon courage pour venir, parce que fluctuac nec mergitur. C'est-à-dire c'est-à-dire que, voilà, je sais, c'est le petit grain de sable imprévisible, je sais que vous avez horreur de ça, vous avez horreur d'un truc qui loupe, mais moi, je roule depuis hier matin avec un camion plus une remorque et elle est coincée dans l'angle de la rue Victor Hugo, là, c'est tout, c'est tout. Et alors, il ne faut pas passer par l'avenue Montaigne, c'est un merdier comme j'ai jamais vu. Le type a eu un petit moment de... Il roule depuis 22 heures parce qu'il n'y avait qu'un chauffeur, parce qu'on a fait une économie sur le chauffeur. Vous deviez apporter quoi comme objet ici ? Un traitement de texte fabuleux qui va révolutionner le monde. Je sais combien Nicolas aime ces choses-là et ça vient de Biduri Saoudite. On n'a pas encore le marché en France, mais on a déjà fait un prototype. On est les 15e sur le truc, mais on devrait y arriver. Il n'y a guère que Monaco qui nous crée des problèmes. Souvent, ils sont pas... Oui, mais il suffit de leur épouser une princesse ou un prince, je sais pas. Enfin, on doit pouvoir s'en sortir. Non, je pense qu'on va l'avoir, celui-là. C'est extraordinaire, parce que, bon, le traitement de texte... Ça consiste à taper, etc. Oui. Et vous l'emmenez chez l'éditeur, il vous dit c'est génial et il vous donne... On n'envoie plus le manuscrit, on le fait sur le on lui apporte une disquette. Oui. Mais il faut encore taper. Il faut taper. Bon, là, il ne faut plus taper. Il y a un écran, et alors c'est extraordinaire, parce que vous parlez. Vous parlez à l'écran ? Vous parlez à l'écran, il visualise... Et il tape, il corrige vos fautes de français. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que j'aime les faiblesses, je trouve ça plus vivant. Oui, c'est ça. Oui. On repère un livre de prof, et là, la machine... on fait trop. Un petit peu trop. C'est là où moi, personnellement, je ne suis pas sûre de m'en servir. Donc vous dictez Alors, par exemple, Labro, il veut voir ses ifs dans le Colorado. Oui. Il a les ifs. Et puis, tout d'un coup, il veut mettre les daims. Et... Il met 3 daims, il se dit, ah non, mais là, il y a un petit trou, là. Il rajoute un 4e daim, vous comprenez ? Ah oui, c'est-à-dire, au fur et à mesure de la description de votre texte, vous le visualisez, comme un film, quoi. C'est comme un film, vous le visualisez, et vous dites, elle sort de la salle de bain, elle sort de la salle de bain. Les bordels égyptiens, il dit, là, il y a un petit giton, il n'y a pas... Il en remet un petit, avec gourmette, on fait tout, et puis sale derrière les oreilles, etc. Et alors... Je comprends qu'on n'ait pas pu faire venir cette machine. Non, elle est là, hein, si vous voulez aller la voir. Non, oui, non, elle est encore... C'est un prototype, hein, mais on pense pouvoir la réduire. Bouygues est dessus, hein. Comment ? Bouygues et César sont dessus. Bon. Alors, mais alors attendez. Il ne va pas rester grand-chose. Attendez, c'est pas tout, c'est pas tout. Oui. Parce que là, il faut encore taper. Mais si, comme moi, vous avez mal aux mains. Mais vous, c'est parce que vous avez ramé toute votre vie. Ramé et trop écrit. Alors, on rêve devant la machine. Mais ça, c'est un supplément. Hein. On rêve devant la machine. Elle fait le tri. Et elle vous sort une œuvre. Si vous avez du talent en vous, mais tout le monde a du talent. Vous savez, en 68, tout le monde avait du talent. Et vous vous connectez à la machine. Oui. Elle s'occupe non, mais de ça va être extraordinaire. Et alors, le gouvernement va en acheter. Il y en aura une, elle va être lovée autour de la place de la Concorde. Oui. On va en mettre à la campagne. On va en mettre... Vous savez, c'est vraiment... Dans les banlieues, non, ça pourrait être... Dans les banlieues. Dans les banlieues, dans les grands centres où il n'y a plus de carreaux à force de taper le ballon, bien sûr. On va la mettre. Ça peut être extraordinaire et on peut arriver à des nouveaux talents inouïs. Alors, bien sûr, en attendant, vous avez ça. Hein. Oh, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, bah c'est inouï. C'est inouï. C'est un stylo ? Vous appelez ça comme ça, vous ? Je ne sais pas, ça n'a pas encore de nom. Oui, et on met partout. Voilà, voilà. Et puis alors, il y a un baron, Book,
bac, je sais pas quoi. Oui, bloc, buc. Mais je crois pas que ça ait de l'avenir. Non, il veut non, faire avec un la petit... petite bille au bout. Oui, non, il veut faire un petit... Mais ça marchera pas, ça. Non, voilà. ça marchera jamais. Mais je suis confuse, mais si vous voulez amener mon Oui, sac dans on va y l'or, aller. il est là. On va y aller, Françoise. Je vous remercie. J'ai horreur de louper mes coups. Alors, quand cette machine extravagante sera miniaturisée, évidemment, vous la porterez ici. Pour l'instant, elle a une taille qui ne nous permet pas de la faire entrer dans le studio. On va passer à la météo maintenant. La météo, vous l'avez entendu probablement hier soir, c'est que le temps change. Jusqu'à quel point il va changer? Bon, on va voir ça tout de suite. Cela dit, on a des températures toujours aussi douces et le plus simple pour la météo, c'est de demander à Pierre Davant de vous expliquer tout ça. Bonjour Pierre. Bonjour. Globalement, c'est vrai que le temps change, ça n'était pas terrible et il va devenir pas terrible non plus. La France est divisée à peu près en 3 parties en ce moment. Il fait pas très beau à l'est, il fait pas beau au centre et il va pas faire beau du tout dans les semaines qui vont venir, dans les jours qui vont venir sur le côté ouest. Voici la carte. Alors là, il faut que je m'en aille. Voilà, vous voyez, il y a une grosse perturbation là au milieu. Elle est grosse par la taille, mais pas par l'importance. C'est des petites pluies éparses qui d'ailleurs sont logées essentiellement sur le nord et jusqu'au sud du Massif central, parce qu'en bas, par un phénomène tout à fait bizarre de ciel de traîne, eh bien, c'est assez préservé. Il ne fait pas encore très mauvais. Du côté du bassin méditerranéen, du côté de Monaco, il va y avoir des orages. Du côté de la Corse également. C'est normal, Monaco joue contre le Juventus ce soir. Et du côté également du bassin atlantique, oui, là, ça arrive en masse. Ça arrive en masse. Là, on va déguster dans les prochains jours. Les températures, elles demeurent quand même, malgré tout, assez élevées. 4 degrés au-dessus des normales saisonnières, alors qu'il y a quelques jours, on était à 8 degrés, c'est normal. Comme il y a un petit peu de nuages au-dessus de nous, eh bien, le soleil ne peut plus passer et ça descend. Cela dit, cet après-midi, eh bien, c'est exactement la même chose, vous avez vu. Il y a toujours cette perturbation qui va se décaler vers l'est, mais il va quand même falloir ouvrir les parapluies. Il ne faut pas prévoir dans les jours qui viennent des grosses sorties à l'extérieur, parce que, ou alors vraiment, il va falloir faire attention. Du côté des températures, cet après-midi, vous voyez, 17 à Paris, c'est quand même pas mal, parce que c'est d'une courte tête le Pays Basque qui l'emporte avec 21 degrés. Là, voilà, 21 degrés. Ici, c'est là qu'il fera le plus chaud aujourd'hui en France. Donc, pour résumer, il ne fait pas terrible et il ne va pas faire terrible. Voilà. Bravo. C'est très bien. C'était un Parti, le contrat de confiance. Nous sommes un mercredi, c'est le 1er avril, il est 7h30 et voici le journal. C'est Emmanuel Vanier qui présente cette édition. Bonjour. Bonjour William, madame, monsieur, bonjour. La pauvreté est un mal qui s'étend. Un ménage sur 10 vit sous le seuil de la pauvreté. 5,5 millions de personnes disposent de moins de 3 800 francs par mois, révèle une enquête de l'INSEE. Éric Mézy. 10% des Français sont pauvres. Dans un imposant rapport publié aujourd'hui, l'INSEE le confirme, la pauvreté reste bien un phénomène de grande ampleur. Mais depuis 10 ans, elle n'a pas progressé, précise l'Institut, notamment grâce aux mesures de solidarité publique comme le RMI. 3 millions de chômeurs, 6 millions de personnes vivant avec moins de 4 000 francs par mois. Le lien est direct, la pauvreté est bien de plus en plus liée au chômage. Mais phénomène nouveau, les salariés ne sont plus à l'abri. Emploi précaire, petits boulots, embauche temporaire, les travailleurs sans emploi stable constituent ce que l'on nomme des salariés pauvres. Perversité du système, ces travailleurs se voient la plupart du temps privés de l'aide sociale réservée à ceux qui n'ont pas de travail. Si la pauvreté a reculé chez les personnes âgées, les jeunes, eux, sont de plus en plus touchés par la précarité. Mais attention, cette enquête ne tient pas compte des sans domicile fixe ni des personnes vivant en foyer. Nouvelle révélation sur les commissions occultes versées par l'entreprise Elf pour obtenir une concession pétrolière au Venezuela. Libération de ce matin affirme que plusieurs dirigeants d'Elf, notamment, auraient empoché de confortables commissions d'un montant global de 120 millions de francs. Les policiers municipaux ne seront plus armés. C'est l'une des principales dispositions du projet de loi Chevènement qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres. Une loi qui prévoit par ailleurs de doter les policiers municipaux d'un code de déontologie et de tout faire pour qu'ils soient clairement différenciés des gendarmes et des policiers nationaux. Le texte devrait être présenté à l'Assemblée nationale à la fin de ce mois. Reconstitution hier soir à Lyon de la bavure de la Duchère. En décembre dernier, un policier lyonnais avait tiré à bout portant sur un jeune homme de 24 ans, le blessant mortellement. Reportage Benoît Gadret, Didier Guyot.
Pour la première fois depuis le drame, le policier auteur de la bavure est revenu dans son commissariat, mais cette fois-ci entouré par les gendarmes. Car Jean Carvalho est aujourd'hui en prison. Mis en examen, il risque les assises pour avoir tué à bout portant le jeune Fabrice Fernandez. Tout s'est passé dans un bureau de ce commissariat au cours d'un interrogatoire. Fabrice Fernandez venait d'être interpellé dans la cité de la Duchère après une altercation. C'est alors que le policier Carvalho, particulièrement énervé, a saisi une arme. C'est une scène qui, si on la voit dans un film, on ne la croit pas. Un policier en uniforme, un fusil à la main, le canon braqué sur le front d'un homme menotté, sans défense. Et à un moment donné, le coup de feu qui part. Pour ce policier déjà sanctionné dans le passé, le coup est parti accidentellement. Au juge d'instruction, il a répété hier soir qu'il pensait que l'arme était neutralisée. En face du commissariat, un jeune homme a tout vu. Son témoignage est accablant. Pour Jean Carvalho, mais aussi pour ses 5 collègues qui ont assisté pendant plusieurs minutes à la scène sans réagir. C'est la raison pour laquelle hier soir, les avocats de la victime ont demandé que ces fonctionnaires de police soient également poursuivis. Le lycéen de Tourcoing, blessé hier par un coup de feu en pleine tête, est toujours dans un état extrêmement critique. Le jeune homme a été blessé accidentellement avec une arme introduite par lui-même dans son lycée. Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale, a demandé au ministère de l'Intérieur de mettre en place des dispositifs de contrôle appropriés aux abords des établissements scolaires. C'est la dernière journée du procès de Maurice Papon. Au terme de la plaidoirie de Jean-Marc Varro, son défenseur, Maurice Papon prononcera quelques mots, puis les 3 magistrats et les 9 jurés entreront en délibéré pour juger de la culpabilité ou de l'innocence de Maurice Papon, accusé, vous le savez, de complicité de crimes contre l'humanité. Les jurés devront répondre à près de 770 questions. Le verdict de ce procès, commencé le 8 octobre, devrait tomber la nuit prochaine. Rappel des principaux points des débats, Dominique Verdeillan. 764 questions sont nécessaires pour juger Maurice Papon. Elles concernent la complicité d'arrestation, de séquestration et d'assassinat de 1560 juifs bordelais entre 42 et 44. Les 12 jurés devront s'interroger aussi sur Maurice Papon et Vichy. Dès l'ouverture du procès, Maurice Papon déclare « Je n'adhérais pas à Vichy. Pourquoi alors ne pas avoir démissionné ?» lui reprochent les victimes. Deuxième interrogation pour la cour d'assises. Quel était le rôle exact du secrétaire général de la préfecture? Au procès, le leitmotiv de l'accusé fut « Je n'étais qu'un porte-plume ». Il y a peu de signatures de Maurice Papon. Mais ce qu'il y a comme document montre que son service des questions juives est le passage obligé de toute la répression anti-juive à Bordeaux. 8 départs de convoi entre Bordeaux et Auschwitz sont imputés à Maurice Papon. L'accusé avance sans preuve « J'ai sauvé des juifs ». Et pour l'accusation et les parties civiles, Maurice Papon connaissait la solution finale. Camp de travail, là apparaissent toutes les contradictions de Vichy et les contradictions de Maurice Papon. Camp de travail, pourquoi les enfants? Pourquoi des enfants de 3 mois dans les camps de travail? Il n'y a pas de raison. Aucune question ne concerne la résistance de Maurice Papon. Je ne me présente nullement en héros, concède l'accusé, mais pour Maître Varro, c'est un volet essentiel de sa démonstration. Il y a évidemment une incompatibilité morale. Elle est à la fois le complice prétendu des nazis et de résister par ailleurs effectivement aux nazis à un point tel, comme l'a dit le jury d'honneur, que si on avait su ce qu'il faisait, il eût été arrêté, fusillé ou déporté comme d'autres. La tâche des jurés est désormais de faire coïncider une décision judiciaire avec une vérité historique. Plusieurs dizaines de milliers de lycéens et d'enseignants originaires de la Seine-Saint-Denis ont manifesté hier pour la 5e fois dans les rues de Paris. 70% des établissements de ce département sont en grève depuis 3 semaines pour exiger plus de moyens. Quelques incidents en marge de cette manifestation, 90 personnes interpellées, 10 placées en garde à vue. Et à 7h50, dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farcaz recevra Thierry Fournier, président de la Fédération des parents d'élèves de la Seine-Saint-Denis. Un Français sur 4 n'a ni pratique religieuse, ni sentiment d'appartenance à une religion, selon une récente étude de l'INSEE, mais les pratiquants réguliers sont de plus en plus assidus. Détail de cette enquête avec William Irigoyen. L'INSEE l'affirme, la distance entre les Français et la religion s'accroît. Aujourd'hui, 25% déclarent n'avoir ni pratique ni sentiment d'appartenance à un dogme, c'est 3 points de plus qu'en 87. Toutes les tranches d'âge sont touchées par cette désaffection. Ce sont toutefois les 15-25 ans qui se disent en plus grand nombre sans religion, 40% aujourd'hui, soit 7% de plus qu'il y a 11 ans.
En revanche, et c'est là le paradoxe, la pratique religieuse augmente. Elle est mesurée par une simple déclaration des intéressés et non par l'observance de rites. Les personnes âgées prennent plus fréquemment que les autres le chemin des églises, des temples, des synagogues, des mosquées ou encore des monastères. Parmi les pratiquants, il y a en moyenne moins d'hommes que de femmes, davantage d'agriculteurs que de cadres, d'ouvriers ou d'artisans. Enfin, l'enquête révèle que les étrangers vivant dans l'Hexagone pratiquent 2 fois plus que les Français. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé hier soir un embargo sur les armes à l'encontre de Belgrade pour forcer la République fédérale de Yougoslavie à ouvrir immédiatement un dialogue avec les séparatistes albanais du Kosovo. Les médecins généralistes un petit peu plus chers à partir d'aujourd'hui. La consultation passe à 115 francs. Le tarif des spécialistes ne change pas. Le rire est contagieux et le comique pourrait être héréditaire si l'on en croit l'un des fils de Coluche lui-même, qui a décidé de se lancer sur les traces de son père. Reportage Gérard Leclerc et Raymond Tortora. Tout le monde le sait dans le quartier, je crois, ouais. C'est le fils de M. Coluche, c'est ça? Le fils à Coluche, drôle sûrement, mais bon, on n'a pas eu l'occasion de... Alors, on me surnomme Gugus depuis le Club Med, où tout le monde m'a appelé Gugus. Qui est votre père? Ah, c'est Michel Colucci, mon père. D'où la référence à Gugus, qui est mon sketch préféré. Voilà notamment une photo où je suis avec lui. Alors, je suis parti au Club Med, c'est après mon CAP cuisine que je suis parti là-bas. Et j'ai commencé comme cuistot, que j'ai fait 2 mois ou 3 mois, quelque chose comme ça. Et après, j'ai tout de suite enchaîné avec Géo. Parce que je pense avoir hérité de l'humour de mon père et j'ai envie de m'en servir et d'être aussi désopilant que lui. Donc je suis prêt à affronter un public plus grand qu'au Club Med. Oui, j'ai fait mes armes là-bas, maintenant j'ai envie de passer à des choses plus énormes. Donc un spectacle au Café de la Gare, souvenir de mon père forcément, qui s'appellera Oh les vacances, qui est donc des sketchs basés sur toute mon expérience au Club Med. Et également un gros projet qui n'est pas encore signé mais qui devrait pas tarder, d'émission sur d'une chaîne, création d'une chaîne câblée avec mon frère qui s'appellera Drôle. Alors ce petit poisson c'est un souvenir de mon père. Il faudra regarder une émission le 24 avril où là je prouverai que je suis vraiment désopilant. Non, oui, il est très marrant. Il est déjà très marrant. J'ai un sondage qui tombe à pic en ce 1er avril. Oui. Selon la Sofres, près d'1 Français sur 2 affirme ne mentir que très rarement, mais une très large majorité estime que ce sont les hommes politiques qui mentent le plus souvent. Et juste derrière je ne le dirai pas. Tu vois ? Ce sont les journalistes. Mais avec 17% seulement, les hommes politiques, 62%. Les championnats du monde de patinage artistique qui se déroulent à Minneapolis, aux États-Unis. Et une belle performance pour le couple français Anissina Pezra. Les médaillés de bronze des Jeux Olympiques de Nagano se classent cette fois 2e ex aequo après la première épreuve, la danse imposée. Fin des épreuves vendredi. Et puis, je vous rappelle le choc en foot ce soir. Monaco affronte la Juventus de Turin à Turin en demi-finale allée de la Ligue des Champions. On en reparlera bien sûr demain matin. Merci beaucoup, voilà, Emmanuel. Tout est dit. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous rappelle que nous sommes le 1er avril et que nous sommes, vous et moi, parfois victimes de permutations inquiétantes dans l'ordre des chroniques habituelles. Par conséquent, à cette heure-ci, c'est traditionnellement Vincent Ferniaud et sa chronique Gourmand que nous retrouverons. Et bien, pas de gourmand ce matin, mais bien son collègue Frédéric Gersal. De quoi parle-t-il? Allez savoir. Nous cuisinons si bien ensemble, dans Gourmand, avec les inductions de Sauter. Alors évidemment, c'est une émission qui est réservée exclusivement aux fidèles. Si c'est la première fois que vous regardez Télématin, c'est pas la peine. Rien ne vous paraîtra étrange. Bonjour William. C'est toute la province qui va sonner dans la bouche ce matin. Il a un accent, Ferniaud? Non, mais ça fait rien. Moi, je voudrais vous parler de la tomate. Oui. Regardez comme elles sont belles. Alors évidemment, c'est des tomates qui viennent d'Espagne, d'Italie. On commence à en voir des françaises. Ce sont les meilleures. Vous avez raison de dire ça parce qu'on se fait régulièrement engueuler quand on monte des tomates ou des fruits, vous savez, qui ne sont pas... Bon, enfin, il faut quand même se dire qu'on rentre dans la communauté européenne, il faut quand même ouvrir un petit peu les yeux et les frontières. Et les esprits. Et les esprits. Alors, il y a aussi des tomates qui nous viennent du Maroc, pour élargir encore un petit peu plus la Méditerranée. Il faut se souvenir quand même que ces tomates sont arrivées au milieu du XVIe siècle avec les conquistadors qui revenaient d'Amérique du Sud, puisque les Aztèques les cultivaient déjà depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs vingtaines d'années, même c'est le moins que l'on puisse dire, au Mexique, et puis
les Incas au Pérou qui les dégustaient. Alors, les conquistadors sont rentrés avec. On les a vus apparaître, ces tomates, en Espagne, on les a vus. Oh, on les a vus apparaître. Vous dormez? Non, non. On les a vus apparaître en Espagne, en Italie, et puis bien sûr, c'est remonté petit à petit en France. Au début, ça s'appelait tomata, parce que ça vient du nom aztèque tomato. Tomato. Vous ne parlez pas l'aztèque? Mal. Oui, mal, ça s'entend. Donc c'est tomato. Je le regrette bien. Et ça n'est devenu la tomate. Mais vous aussi, vous ne parlez pas très bien. C'est une question de prononciation. Oui, oui. Mais c'est devenu la tomate qu'en 1781. C'est pour dire si le mot est récent, 1781. Mais on la mange comment? Parce que nous, ce qu'on voyait avec votre collègue, on a une petite idée, une recette, un petit quelque chose. Hein. Alors, je vais vous dire, parce que j'ai apporté... vous allez me goûter ça. Ah non, pas vous. Vous allez me goûter ça, regardez. Voilà, attendez, je vous la pose là. Pendant ce temps-là, j'ai donné une recette à ceux qui nous écoutent, les tomates soufflées. Alors ça, c'est une recette maison. C'est pour 6 personnes. Si vous êtes que 2, ah oui, c'est foutu. C'est foutu. Alors, pour 6 personnes, sont bonnes, hein? Comment? Franchement, ça veut dire super en aztèque. Oui. Alors, pour 6 personnes, vous prenez 6 tomates. 6 tomates que vous videz entièrement. Vous ne conservez que le tour de la tomate. De l'autre côté, vous commencez à faire une petite béchamel. Il faut quoi? 40 grammes de beurre, 20 grammes de farine, un verre de lait chaud. Vous mettez tout ça à feu doux, vous faites une petite béchamel et puis hop, vous sortez la casserole du feu et à ce moment-là, vous faites comme une espèce de mini soufflé. 2 jaunes d'œufs, 2 blancs montés en neige. Hein? Vous me suivez? Et puis vous rajoutez, attendez parce que j'ai pris des notes quand même, 50 grammes de gruyère râpée. C'est comme un petit soufflet. Vous remettez tout ça dans les tomates, vous mettez ça à four moyen, grosso modo thermostat 6, thermostat 7, pendant une trentaine de minutes. Oui. Il ne va pas rester grand-chose. Oh, c'est délicieux. Alors, cette recette que j'ai là sera sur Internet juste après l'émission, sur Minitel. On l'envoie par courrier. Comment ça, c'est pas la peine? Non, là, comme ça va, on l'a bien compris. Oui. Alors, évidemment... Parce que l'Internet, il ne faut pas encombrer quand même. Hein, alors, il faut savoir qu'on peut les manger en salade, crue. Plus 90% d'eau dans une tomate. Oui. C'est-à-dire que c'est excellent pour la santé. Autant boire une bouteille. Surtout si on veut remettre son maillot de bain, vous qui êtes en string l'été la plupart du temps, c'est le moment ou jamais de remanger des tomates. Alors évidemment les herbes de Provence, la ciboulette, le persil. Alors le persil plat... Ça vous fait rire ça alors là. Hein. Le persil plat et non pas frisé. Oui, ça persil, va. Hein, un petit peu de thym. Ah, c'est du vrai en plus. Ça c'est du laurier, du romarin si on veut. Mais non, c'est pas du romarin. Et puis alors là j'ai une feuille de basilic. Non mais la tomate à la basilic, c'est parce qu'elle n'a pas supporté le voyage. Ça vient de mon jardin. Oui, ça m'étonne pas. Hein, il a un jardin qui est grand comme ça. En fait, c'est sur son balcon, dans son studio de jeune homme, là-bas à Poitiers. Taratata. Où on en est en Troside parce qu'effectivement... C'est bien, il s'arrête. Alors, traditionnellement, vous ne le savez peut-être pas, vous qui êtes là par hasard, c'est qu'à cette heure-ci, on parle d'histoire avec un grand H et avec un spécialiste. Un vrai? Un vrai. Et ben, c'est pas le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui nous attend? On va bien voir. C'est bien sûr un événement qui est arrivé un 1er avril. Quel 1er avril? Le 1er avril 1867. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, c'est vrai. Et pourquoi j'ai choisi le 1er avril 1867? Parce qu'on est le 1er avril. Parce qu'on est le 1er avril et parce que pour tous les inventeurs de l'époque et tous les fouineurs de l'époque, il y avait un journaliste qui devait s'appeler Nico El Diablo, qui devait avoir une chronique. Non, mais c'est vrai, dans l'illustration, à part son nom. Et le 1er avril 1867, on inaugure l'exposition universelle. Ah oui. Et qui inaugure l'exposition universelle? Le grand chef, chef parmi les chefs, l'empereur, Louis-Napoléon Bonaparte, donc l'empereur, et l'impératrice Eugénie, qu'on va voir, là, ils sont en train de l'inaugurer. À côté d'eux, il y a le roi d'Égypte, parce qu'à ce moment-là, on est en train de creuser le canal de Suez, donc on a des relations plutôt sympatques. Le roi d'Égypte, c'est celui qui est à droite. C'est celui qui est à droite, là, effectivement, avec les médailles et le de chèche sur le côté et une barbichette. C'est très à la mode à l'époque. Alors, l'exposition universelle, c'est vrai qu'on va voir des tas de produits qui nous servent encore aujourd'hui, que Nicolas Angel aurait pu présenter éventuellement dans Télématin un jour prochain, de l'époque. Alors l'exposition universelle, il faut savoir que c'est aussi une espèce d'énorme coup de pub pour les nations, c'est-à-dire qu'on montre sa puissance économique, on montre ses arts, César, d'accord, en 2 mots, et même Louis-Napoléon... Il n'est pas tout jeune, César, mais tout de même, l'exposition universelle, ça ne lui ferait pas plaisir. César, si nous écoute... C'était avait les arts, donc plastiques, etc. Chacun montre... Et il va même faire un coup de social, Napoléon. On va voir naître quasiment les premiers syndicats en France,
puisqu'il va inviter, pour faire du social, il va inviter 354 ouvriers de la France entière en leur disant, les petits gars, 354, mais voyage payé et tout, quand même. Rubis sur l'ongle. Il va même les faire loger à l'hôtel, au Grand Hôtel, qui vient d'être construit spécialement pour l'occasion, qui est boulevard des Capucines, qui nous reste d'ailleurs de l'exposition universelle de cette époque-là. Puis il va leur dire, bon, maintenant vous rédigez ce que vous avez vu, puis vous rapportez ça à vos petits camarades. Puis les ouvriers, ils ne rédigent pas exactement comme il aurait voulu qu'on rédige, ils sont un peu critiques, et on voit naître des comités ouvriers, c'est un peu les ancêtres, en quelque sorte, de ce que vont devenir les syndicats quelques années plus tard. C'est né là, quasiment. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit? La princesse Eugénie, l'impératrice Eugénie et Louis Bonaparte, ils voient des choses extraordinaires. Comme ils voient, alors on va déjà peut-être nous voir à quoi ça ressemble, c'était au milieu du Champ de Mars, à l'époque, et là, vous voyez, il n'y a pas de tour Eiffel. On rappelle que la tour Eiffel est arrivée un petit peu plus tard, et cette espèce d'immense bâtiment qui est 72 mètres de long sur 82 de long sur 72 de large, il est fait avec des espèces d'allées concentriques, et dans chaque allée, eh bien, on découvre les arts, l'industrie, les meubles, les vêtements, etc. C'est à thème, des allées à thème. Des allées à thème. Ah oui, oui. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Au coin d'une allée et d'une autre allée, quel coin? On va découvrir le coin supérieur droit, là, vous voyez, un peu sur la façade est. On va découvrir, par exemple, la première des choses qui va impressionner à l'époque, c'est, je crois, le canon. Un canon magnifique. Et ce canon magnifique, il est fabriqué par les Krupp. Les fameux Krupp, les Prussiens. C'est la Bertha, non, celui-là? C'est pas encore la Bertha, c'est la sœur de la Bertha. C'est très drôle, c'est des Parisiens. Gudrun. Un peu, c'est Gudrun. C'est la petite Gudrun. C'est Josie. Josie, c'était la précédente, c'est Gudrun. Elle fait quand même 47 tonnes, elle envoie des pélos de... Des pélos? Oui, des obus, comme on dit. Oui, bien sûr. Elle va envoyer des obus de 500 kilos, et les Parisiens s'extasient devant cette machine. Ils disent, ah, c'est génial. 3 ans plus tard, ils se la prennent sur la figure. Bien sûr. Ils vont voir aussi les scaphandriers. Oui, les premiers scaphandriers. En 1867. 1867. Et ce qui est assez drôle, vous voyez, on appelle ça des machines à plonger, c'est qu'au même moment, tiens, comme c'est par hasard, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Jules Verne est en train d'écrire 20 000 lieues sous les mers. Donc il a dû s'inspirer un petit peu de ces scaphandriers. Bien sûr, dans Ridicule, le film, on voit ça. Oui, dans Ridicule. Oui. C'est bien plus tôt. Oui. Non, mais dans Ridicule, le film de Patrice Lecomte, vous voyez effectivement les personnages qui tentent le coup avec des scaphandriers. D'accord, mais oui, peut-être. Mais en tout cas, là, c'est au même moment où Jules Verne est en train d'écrire. Plus tard, là, pile poil dedans. Bien. Et ce qu'on voit surtout, on voit ces deux choses-là qu'on va... Et on va terminer avec ça. Oui, tout à fait. Ce sont les premiers élévateurs. Des élévateurs que monsieur Léon Hédoux, appellera des ascenseurs. Et ce sont les premiers ascenseurs qu'on voit ce 1er avril 1867, qui aujourd'hui fonctionnent encore à peu près de la même manière. Les premiers ont été construits aux États-Unis, monsieur Hédoux les a adaptés pour la France et l'Europe. Et voilà ce qui nous a permis aujourd'hui d'éviter de monter à pied, d'éviter de plonger mouillé. Mais de quand même se faire tirer dessus par un canon. Et quand même se faire tirer dessus par un canon. Eh bien, c'était des vraies infos du 1er avril 1867. Oui, c'est une véritable info, en plus. Je vous remercie. Votre déguisement est tout à fait au point. Ça ressemble étrangement à celui de l'autre. Mais bon, on n'en dira pas plus. Merci beaucoup, Nicolas. Pour les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas reçoit ce matin Thierry Fournier, qui vous parle d'une association de parents d'élèves en Seine-Saint-Denis. Bonjour William, bonjour à tous. Thierry Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment, même en ce 1er avril, président de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves de Seine-Saint-Denis. Je voudrais simplement qu'on fasse une sorte de petit résumé. Il y a eu 5 manifestations en 3 semaines. 70% des établissements sont en grève dans ce département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement pourquoi? Je crois que pourquoi, c'est simple. Le 2 mars, M. Allègre, après l'apparition du rapport Fortier, a mis en avant toutes les difficultés de la Seine-Saint-Denis, a reconnu effectivement la responsabilité de l'État depuis des années dans l'abandon du système éducatif dans notre département. Il était temps de faire quelque chose de fort. Les premières mesures qui ont été annoncées par Claude Allègre sont nettement insuffisantes et ne sont pas du tout en rapport avec ce qu'attendait l'ensemble des partenaires de l'école publique de Seine-Saint-Denis. Vos enfants, ils sont scolarisés où? J'ai un enfant qui est au Collège République à Bobigny, j'ai 2 enfants qui sont deux filles qui sont en école primaire à Bobigny et une petite fille. Vous avez vraiment le sentiment que l'enseignement qu'il aurait dispensé n'est pas le même que par exemple s'ils étaient à l'école en Charente-Maritime? Sans dire que l'enseignement n'est pas le même, les difficultés sont plus liées, je dirais,
à l'aspect extérieur de tout ce qui est autour de l'école publique. Nous savons bien que la socialisation passe par l'école publique. L'école publique n'est pas responsable de tous les événements et de toutes les difficultés, mais quand il y a un contexte social difficile dans une région difficile, il est encore plus difficile pour des enseignants de dispenser un enseignement de qualité si cet enseignement est basé uniquement sur des moyennes du type moyenne nationale. Quelles sont les exigences précises des enseignants et des parents d'élèves? D'abord, est-ce qu'elles sont les mêmes? Je crois qu'elles sont les mêmes. Bon, les exigences, elles sont en nombre de postes, en nombre de personnes qualifiées. Elles sont autour de revendications inscrites, nombre de professeurs, de la médecine scolaire, des assistants sociaux, des surveillants. Donc tout un tas de choses qui sont parfaitement qualifiées et quantifiées. Mais pour les parents, bien sûr, elles sont aussi dans la recherche de la gratuité, parce que je crois que pour donner une école d'égalité, il faut aussi rechercher au maximum la gratuité, les fournitures scolaires gratuites, il faut penser au transport scolaire, il faut penser au statut de délégué parent, parce que les parents d'élèves, si on veut aussi qu'ils s'accaparent le système d'éducation, il va falloir réfléchir avec les employeurs du public et du privé, comment leur permettre d'investir l'école publique. Pour l'instant, vous avez l'impression que vous en êtes où par rapport au ministre de l'Éducation? Hier soir, Claude Allègre s'est exprimé sur France 3. Vous pensez qu'il y a une avancée ou que vous êtes plutôt en situation de blocage? Alors Claude Allègre, hier soir, a laissé entendre qu'effectivement, dès demain, nous nous retrouverions sur une table ronde. Autour d'une table ronde à Bobigny, c'est un grand progrès, puisque la première table ronde, il n'y avait que les élus de ce département. Maintenant, d'un seul coup, Claude Allègre nous invite à une table ronde avec l'ensemble des partenaires de l'école. Donc j'ai l'impression que Claude Allègre a compris qu'il fallait négocier avec nous. Pour le moment, la FCPE ne s'était pas exclue de cette négociation, mais plus qu'une négociation, nous pensons actuellement être dans des réunions de travail. Et je pense que la vraie négociation ne devrait pas tarder, elle devrait commencer réellement à partir de demain, si Claude Allègre a compris qu'il fallait prendre en compte l'ensemble des partenaires dans ce dossier. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que sur la révolte sous la révolte de Seine-Saint-Denis, il n'y a pas une forme de bagarre entre le ministère d'un côté, les syndicats de l'autre, avec une sorte d'esprit de revanche? Alors là, je dirais que les syndicalistes enseignants seraient plus qualifiés que moi pour répondre à cette question. Oui, mais en tant que parent, vous ne vous sentez pas un petit peu tiraillé? Il est vrai qu'on a l'impression en tant que parent qu'il y a des oppositions fortes entre ministères et syndicats. Mais je crois que dans chaque conflit, il y a effectivement ceux qui sont les syndicats institutionnels, il y a ceux aussi qui sont les syndicats, enfin ceux qui sont issus, j'allais dire, du mouvement, l'Assemblée générale des conseils des établissements en lutte, qui a d'ailleurs toute sa place dans ce mouvement, et chacun peut-être essaye de trouver sa place, de trouver, je veux dire, sa revendication. Le ministre, je pense, a joué sur ces différences, a utilisé effectivement un petit peu les désaccords des uns et des autres, en tenant pas compte obligatoirement des autres partenaires que sont les élèves et les parents, qui, je crois, dans ce combat n'ont pas démérité, et ils l'ont montré à plusieurs reprises. Est-ce que vous n'avez pas peur non plus que, par exemple, si vous arrivez à obtenir un enseignant pour 18 élèves, vous créez une sorte de jalousie dans d'autres départements qui ont autant de problèmes que vous, que ce soit en Ile-de-France ou dans les grandes villes? Jalousie, non. Je crois que si demain en Seine-Saint-Denis, comme le ministre le préconise, il y aura 18 élèves par classe, cette mesure, elle devra être reproduite à chaque fois que la situation sera significative, un petit peu comme celle de la Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, nous méritons, je crois, ce traitement. Nous ne sommes pas les seuls. Je pense qu'elle va servir d'exemple pour ceux qui sont en difficulté. Je pense à des amis du Val d'Oise, à des amis de la France entière. J'avais les Alpes-Maritimes il y a 2-3 jours au téléphone. Il y a des difficultés spécifiques dans toute la France. Si la Seine-Saint-Denis pouvait servir d'exemple dans les zones difficiles pour une école de qualité avec de vrais moyens mis à disposition par l'État, ben, tant mieux. Je pense que le but n'est pas de créer des jalousies, mais déjà de commencer... vous savez, je crois que c'est la Seine-Saint-Denis qui actuellement est jalouse des autres, mais ne revendique pas en prenant ses moyens sur les autres, demande à l'État de rééquilibrer ce qu'il doit rééquilibrer. Il n'y a pas de compétition, je crois, entre les départements ou entre les services des établissements d'un département ou d'un autre. Il y a, je crois, un juste équilibre, une égalité des chances, les valeurs que nous défendons principalement à la FCPE. Thierry Fournier, je vous remercie. Puis comme c'est le 1er avril, je vais vous offrir un livre. C'est le Dilbert, c'est les pensées philosophiques d'un auteur américain qui s'appelle Scott Adams. Vous allez voir, l'an 2000 sera crétin ou ne sera pas, et vous verrez que pour les parents, il y a quand même quelques pensées assez rigolotes, mais tout à fait vraies. Merci beaucoup, Madame Farkas. Mais j'espère par contre que M. Claude Allègre, lui, n'a pas pensé annoncer tout ça une veille de 1er avril, autrement que très sérieusement. Bonne journée, bonne journée à revoir. tous, et William, c'est à vous. Merci beaucoup. On va passer à la météo dans quelques instants avec Laurent Romeshko. Le temps change, mais enfin, ça devrait être aussi doux qu'hier, aujourd'hui en tout cas. À tout à l'heure.
on va changer. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit hier et il est probable que ça se passe aujourd'hui. Quant aux températures, toujours aussi doux, Laurent? Je ne peux que confirmer ce qu'on vous a dit hier, William. Eh oui, c'est dans mon intérêt. C'est nuageux sur Paris, c'est même couvert sur une grande partie de la France. Il y a quelques pluies faibles sur presque tout le territoire. Une perturbation est en train de s'évacuer, elle était de faible activité. La suivante qui arrivera sera un petit peu plus costaud. Voici ce qui est prévu pour cet après-midi avec un ciel qui va rester chargé sur une grande partie de la France. La première perturbation, nous la retrouverons sur le flanc est. Il neigera un peu à partir de 1900 mètres. Et puis à l'arrière, eh bien, ce sera le ciel de traîne avec quelques ondées locales, excepté sur les Cévennes, une partie du pourtour méditerranéen, le midi toulousain, ainsi que le relief pyrénéen. À l'arrière, la suivante qui arrivera en donnant des pluies continues de la Bretagne jusqu'au golfe de Gascogne, accompagné de vents de sud-ouest jusqu'à 50 km à l'heure. Qui dit vent de sud-ouest dit encore température très douce, mais malgré, à cause de la couverture nuageuse, ces températures devraient baisser un peu. Au nord, prévoyez entre 14 et 20 degrés. 20 degrés encore pour Strasbourg. Et puis sur la moitié sud, ça montera jusqu'à 21 degrés pour le Pays Basque. À tout à l'heure. Merci. De confiance. Mercredi aujourd'hui, c'est un 1er avril, même bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Voici cette édition présentée par Frédéric Crotat. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. 764, c'est le nombre de questions auxquelles la Cour d'assises de la Gironde devra répondre avant de prononcer son verdict. On touche à la fin du procès Papon, un procès fleuve dont on connaîtra l'issue très tard dans la soirée. Jean-Marc Varro, l'avocat de Maurice Papon, a rejeté la responsabilité personnelle de son client dans la déportation des Juifs de Bordeaux. Dernière minute d'un procès qu'a suivi pour nous Dominique Verdeillan. Un peu fatigué. Hier, ça c'est la première partie, il y a 2 heures, pendant 1h30, c'est très bien parti. Et depuis, je suis obligé de faire la pédagogie. Alors. Pédagogie. Maître Varro le reconnaît, il s'adresse aux jurés comme un professeur. La cour d'assises navigue entre cours d'histoire et cours de droit. Définition du crime contre l'humanité, le rôle de la préfectorale sous Vichy. Maître Varro n'oublie rien. Papon, dit-il, n'a pas eu de rôle actif dans l'exécution des ordres allemands. Il n'est qu'un relais d'information. L'avocat reprend un par un les 8 convois imputés à son client. Il n'a été que le témoin de ces moments dramatiques, conclut-il. Aucun convoi n'était délicat. Ils étaient tous préoccupants. Celui-ci qui concerne particulièrement les enfants, vous avez dit, c'est un peu la croix de ce procès? À cause des enfants, mais pas à cause de Maurice Papon, qui n'est en rien impliqué. Ce matin, après la dernière partie de la plaidoirie de Maître Varro, Maurice Papon devrait prendre la parole une dernière fois. L'avenir de Maurice Papon dépend de 12 jurés et de 764 questions auxquelles ils doivent répondre. À Tourcoing, le lycéen de 18 ans blessé par l'un de ses camarades avec une arme introduite à l'école est toujours dans un état critique. L'accident s'est déroulé alors que les 2 jeunes étaient en classe. La balle a traversé le cerveau et le pronostic des médecins est très réservé. Reconstitution à Lyon de la bavure de la Duchère. Décembre de l'année dernière, un policier tire à bout portant sur un jeune homme de 24 ans et le tue. Retour sur cette affaire avec Benoît Gadret et Didier Guyot. Pour la première fois depuis le drame, le policier auteur de la bavure est revenu dans son commissariat, mais cette fois-ci entouré par les gendarmes. Car Jean Carvalho est aujourd'hui en prison. Mis en examen, il risque les assises pour avoir tué à bout portant le jeune Fabrice Fernandez. Tout s'est passé dans un bureau de ce commissariat au cours d'un interrogatoire. Fabrice Fernandez venait d'être interpellé dans la cité de la Duchère après une altercation. C'est alors que le policier Carvalho, particulièrement énervé, a saisi une arme. C'est une scène qui, si on la voit dans un film, on ne la croit pas. Un policier en uniforme, un fusil à la main, le canon braqué sur le front d'un homme menotté, sans défense. Et à un moment donné, le coup de feu qui part. Pour ce policier déjà sanctionné dans le passé, le coup est parti accidentellement. Au juge d'instruction, il a répété hier soir qu'il pensait que l'arme était neutralisée. En face du commissariat, un jeune homme a tout vu. Son témoignage est accablant. Pour Jean Carvalho, mais aussi pour ses 5 collègues qui ont assisté pendant plusieurs minutes à la scène sans réagir. C'est la raison pour laquelle hier soir, les avocats de la victime ont demandé que ces fonctionnaires de police soient également poursuivis. Le projet de loi sur les polices municipales sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Au centre de la réforme lancée par Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, il y a l'éventuel désarmement des policiers municipaux. Sébastien Leguet. Jamais sans leur arme, surtout quand ils patrouillent dans les quartiers difficiles de Strasbourg. Pas question de s'en séparer. Pour ces policiers municipaux, c'est une question de sécurité personnelle et de prévention de la délinquance. Les jeunes à qui nous avons affaire voient quand même que nous portons une arme et nous représentons l'autorité. L'uniforme est aussi dans le collimateur. Ce sont les villes qui le choisissent
et elle donne parfois dans le style flic américain. Agaçant pour la police nationale. C'est un principe républicain qui nous est cher. Nous estimons, nous, que dans une république, il ne peut y avoir qu'une seule police, c'est la police nationale. 4 fois en 5 ans, les gouvernements ont voulu la réforme, sans succès. Jean-Louis Debré, avant lui, Charles Pasqua et Paul Quilès. En décembre dernier, Jean-Pierre Chevènement s'y attelle à son tour. Je pense qu'il faut distinguer les uniformes, avoir des armements proportionnés aux tâches à remplir, de façon à éviter tous les dérapages survenir. Depuis l'annonce de l'avant-projet de loi, les pétitions fleurissent. 300 maires protestent, espèrent des assouplissements sur le maintien des patrouilles nocturnes. Réponse aujourd'hui, après le Conseil des ministres. Jean-Pierre Chevènement ne décolère pas. Devant les députés, il a déploré l'attitude d'un petit groupe de militants antiracistes qui a tenté le week-end dernier d'empêcher l'expulsion de 16 clandestins, 16 étrangers sans papier qui, selon certains témoignages, auraient été frappés. C'est toujours la colère parmi les enseignants et les lycéens de Seine-Saint-Denis. Pour la 5e fois depuis le début de leur mouvement, il y a une vingtaine de jours, ils ont défilé dans les rues de Paris. Benoît Thévenet. Des lycéens, des professeurs, des parents d'élèves, au total 6 à 10 000 personnes ont défilé hier à Paris pour réclamer davantage de moyens dans leurs collèges et lycées. Nous manifestons pour avoir les mêmes moyens et les mêmes chances pour nos gamins que partout en France. Depuis plusieurs semaines, 180 établissements de Seine-Saint-Denis se sont mis en grève pour dénoncer les classes surchargées, les enseignants non remplacés et l'absence de matériel informatique. Le plan de rattrapage proposé par Claude Allègre il y a un mois a été jugé insuffisant. Mais hier, le ministre de l'Éducation n'a pas fait de nouvelles propositions. Je l'ai dit aujourd'hui encore au syndicat que mon objectif était que dans tous les établissements difficiles, on arrive d'ici 3 ans à 18 élèves par classe. Une table ronde organisée par Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, et Claude Allègre est prévue demain. Trouver des solutions devient urgent car la tension monte. Hier, quelques incidents se sont produits. 2 vitrines ont été brisées, 2 personnes blessées et 90 autres interpellées. 9 d'entre elles ont été placées en garde à vue. Une nouvelle polémique en matière alimentaire. Alors qu'on est loin d'avoir réglé le problème de la vache folle, des études montrent que la sardine pourrait à son tour avoir les mêmes symptômes. Fanny Pernou. J'aimerais 1 kilo de sardine. Est-ce qu'elle n'est pas folle, votre sardine? Non, non, celle-ci, c'est de la bonne sardine bretonne, elle n'est pas folle. Ah bon, alors je la prends. Alors, on a 1 kilo. Oui. Cet homme est un consommateur averti, car selon la répression des fraudes, la sardine serait devenue folle. La maladie de la sardine folle serait peut-être dangereuse pour l'être humain. Une dizaine de cas suspects ont été observés, une maladie pour le moins étrange. Pour l'instant, une dizaine de personnes qui ont mangé des sardines ont un grand besoin de boire, d'eau, et 2 d'entre elles ont un gros problème de personnalité et de surdité. Est-ce que vous mangez des sardines? Est-ce que vous mangez des sardines? Des sardines, moins, parce qu'à cause qu'elles sont trop grasses. Et est-ce que vous avez entendu dire que les sardines avaient une maladie, la sardine folle? Ah oui, j'ai entendu ça, oui. Et ça vous fait peur? Un peu. Mais qu'est-ce qui ne fait pas peur à nos jours? Des gens qui sont devenus fous après avoir bouffé des sardines. Cette sardine méditerranéenne serait devenue folle en vivant dans les égouts. Écoulée en France à des prix défiant toute concurrence, la sardine folle ne trompe pourtant pas les poissonniers. Vous voyez, ça c'est une sardine normale. Et la sardine folle ressemblerait plutôt à ce poisson-là avec des grandes dents, un corps très énorme et assez bizarre. Donc assez dangereux quand même. Ah ouais, vaut mieux pas se faire mordre par ce genre de poisson, quoi, parce que ça peut faire bobo. Quoi. L'avenir de la sardine est en discussion actuellement à Bruxelles. En attendant, faites attention à l'apparition des premiers symptômes. Révélation. Ça vous étonne pas plus. Pardon? La sardine folle, ça vous étonne pas plus. Oui, exactement. Révélation de notre confrère Ouest France. D'après une enquête que publie le quotidien breton, le mauvais usage des médicaments provoquerait 18 000 décès par an en France. Un chiffre tout à fait inquiétant puisque cela représente le double des accidents de la route. Toujours à propos de médecine, sachez que le prix des consultations des généralistes passe aujourd'hui de 110 à 115 francs. Le taux de remboursement de la Sécu à 70% reste inchangé. En France, un ménage sur 10 vit sous le seuil de pauvreté. À moins de 3 800 francs par mois pour une personne seule, le double pour une famille de 4 personnes, on est considéré comme pauvre. Les dernières statistiques de l'INSEE font état de 5,5 millions de pauvres dans notre pays, comme nous l'explique Éric Mézy. 10% des Français sont pauvres. Dans un imposant rapport publié aujourd'hui, l'INSEE le confirme, la pauvreté reste bien un phénomène de grande ampleur. Mais depuis 10 ans, elle n'a pas progressé, précise l'Institut, notamment grâce aux mesures de solidarité publique comme le RMI.
3 millions de chômeurs, 6 millions de personnes vivant avec moins de 4 000 francs par mois. Le lien est direct, la pauvreté est bien de plus en plus liée au chômage. Mais, phénomène nouveau, les salariés ne sont plus à l'abri. Emploi précaire, petits boulots, embauche temporaire, les travailleurs sans emploi stable constituent ce que l'on nomme des salariés pauvres. Perversité du système, ces travailleurs se voient la plupart du temps privés de l'aide sociale réservée à ceux qui n'ont pas de travail. Si la pauvreté a reculé chez les personnes âgées, les jeunes sont, eux, de plus en plus touchés par la précarité. Mais attention, cette enquête ne tient pas compte des sans domicile fixe ni des personnes vivant en foyer. Abandon du projet de taxation de l'outil de travail. Le gouvernement qui travaille sur la réforme de l'impôt sur la fortune semble écarter cette hypothèse. Il sera simplement mis fin à des situations choquantes comme l'évasion fiscale. On fera en sorte également que les grosses fortunes n'échappent pas à l'impôt sur la fortune. En sport, au championnat du monde de patinage artistique qui se déroule en ce moment même à Minneapolis, les Français Anissina et Pesra, ce couple médaillé de bronze à Nagano, est pour l'instant second ex-aequo au classement. Et puis je vous rappelle que ce soir, Monaco affronte la Juventus de Turin en demi-finale allée de la Coupe d'Europe de football. Enfin, sachez que les Français mentent rarement, mais ils mentent. Une enquête publiée par le Pèlerin Magazine montre que 48% des Français affirment mentir rarement, 30% de temps en temps pour la majorité de nos compatriotes. Les hommes politiques sont ceux qui mentent le plus souvent, suivis de très près par les journalistes. On a beau être le 1er avril, William, c'est pas très drôle. Ah non, c'est pas drôle du tout, mais c'est tellement vrai. Ah bon? Merci. Alors, je vous signale que ce que nous avons diffusé tout à l'heure, c'était dans l'édition de 7h30, à propos du fils de Coluche. C'était pour la sortie, nous sommes à 1er avril, de tome 2 des sketchs de Coluche. C'est intitulé Ni contre. Si vous étiez là tout à l'heure, vous avez fait la connaissance de ce garçon qui a l'intention de se lancer sur les traces de son père. À part ça, 1er avril oblige, il y a un certain nombre d'interventions intempestives dans cette émission et d'interversions. Donc ça, c'est à l'initiative de certains de nos camarades. Donc tout à l'heure, vous verrez Brigitte Millot qui a été faire son jardin et qui le fait encore d'ailleurs avec un certain nombre d'instruments autour d'elle. Et tout de suite après, puisqu'elle ne s'occupe pas de chronique santé aujourd'hui, c'est Vincent Ferniaud qui va le faire, enfin qui va essayer de le faire. Il va vous expliquer notamment comment on peut perdre 40 kilos et il sait de quoi il parle. À tout à l'heure. France 2, avec Logis de France, hôtel-restaurant, vous présente Jardin. Pas à cette heure-là, traditionnellement, mais aujourd'hui c'est inversé, puisque Michel Lys nous a autorisé à présenter, enfin vous a autorisé à présenter cette chronique. Il s'agit donc de fleurs, n'est-ce pas? Oui, parce que moi j'aime les fleurs, oui. J'aime les plantes, mais je trouve que c'est pas très facile de bien s'en occuper, et c'est pour ça d'ailleurs que Michel Lys est... Oui, il vaut mieux que ça soit lui, oui. Alors par exemple, des fleurs dans un vase, c'est très joli, c'est très beau, il n'y a rien de plus beau, mais il faut changer l'eau. Oh là. Nettoyer le vase. Boulot, oui. Faire attention à ne pas attraper le tétanos en se coupant avec les épines. Mais oui, il faut quand même faire très attention. Et ramasser en permanence les pétales qui tombent, les feuilles qui tombent. Donc c'est quand même du travail. Les plantes, c'est pareil. Moi, j'adore les plantes. Mais les plantes, il faut être très vigilant. Il faut faire attention pareil à nettoyer autour, qu'il n'y ait pas de terre, faire attention aux bêtes. Il y a souvent des bêtes dans la terre, des petites araignées, des petites bêtes. Moi, j'aime pas tellement les bêtes. Il faut aussi faire attention à ce que les enfants ne les mangent pas. Il faut faire attention... Tout ce qu'on met dans la terre, là, il faut changer la terre, dépoter, rempoter, arroser. Quand on part en vacances, ils mangent ce que vous leur donnez à manger. Non, il faut toujours faire très attention. Vous savez, surtout avec les petites boules que l'on met dans les pots maintenant pour garder la terre, il faut faire très attention. Les enfants ont tendance à les manger. Il y a des gens qui sont allergiques aux plantes, aux ficus d'appartement. Donc il faut faire très attention. Et il faut les arroser, il faut faire attention, les mettre un peu au soleil, mais pas trop, un peu à la chaleur, mais pas trop non plus. Donc c'est quand même vraiment un boulot. Alors moi j'ai trouvé la solution. Tout ce que vous voyez là, les forsythias qui sont magnifiques. Ah, on les a pas vus. On les a vus, les forsythias? Oui, ils sont magnifiques. Bravo. Ce sont de faux forsythias. Là, c'est rose, avec la petite rosée du matin, les petites fraîcheurs. Ce sont de fausses roses, ce sont des plantes artificielles, William. Ça, c'est du foliaire. Ça, c'est du foliaire. Ça, c'est du foliaire cône. Ça, c'est un faux ficus. Oui, lui, remarquez... Oh non, ça ne se voit pas du tout. Alors, le faux ficus, mais avec un vrai tronc. Regarde. Là, c'est un vrai tronc. C'est pour ça qu'il fait vrai, tout de même. Ah ouais. Souvent, on regarde les troncs pour savoir si une plante est vraie ou fausse. Alors maintenant, faites attention, ne regardez pas que le tronc pour savoir si une plante est vraie ou fausse, car il y a des vrais troncs avec des fausses feuilles. Quoi? Un vrai tronc
Non, non. Ensuite, regardez, William, arriver chez quelqu'un avec Ah non, ça ne pouvait pas arriver chez quelqu'un avec des bouquets de fleurs en papier, Ce n'est pas de mauvais goût. Non, non, pas du tout. Non, alors, le seul problème avec ces fleurs, c'est que ça ne sent pas très bon. Et ça, l'arrosoir, c'est vrai, vous avez raison, il faut s'en débarrasser parce que maintenant, pour nettoyer ces plantes, il suffit d'avoir un sèche-cheveux et c'est tout. On nettoie parce qu'évidemment, comme on les garde très très longtemps. Mais c'est un nid à poussière, c'est ça le problème. Justement, grâce à ça, une fois par semaine, un petit coup de sèche-cheveux, c'est le seul entretien que ça demande. Pour l'odeur, on n'a pas encore trouvé de parfum artificiel, mais enfin, pourquoi pas, parce que ça sent rien. Ah bah vous pouvez toujours inventer un parfum que vous mettez. Oui, ça doit se trouver d'ailleurs, j'imagine. Et si vous arrivez chez quelqu'un avec un petit bouquet de fleurs artificielles comme ça, vous allez vous prendre sur la tête. Non, non, moi je vous assure, vous pouvez venir chez moi avec ça, et vous pouvez venir plusieurs fois, parce qu'après ça fera un gros bouquet, ce sera magnifique, et on s'y casse les nez. Cela dit, là vous en avez combien? 1, 2, 3, 4, et ça vaut plus cher. Alors un bouquet comme ça, William, c'est 150 francs. Quand vous avez un vrai bouquet, vous changez au moins une fois par semaine minimum. Donc là, avec ça, vous faites toute la vie comme ça. Et puis le dicton du jour, le 1er avril, ne te regarde pas le nombril. C'est adressé directement aux animateurs de télé, c'est ça? Je ne vous parlais pas à vous, William. Je ne vous tutoie pas, William. Ça, c'est vrai. Nous allons passer à la suite. Vous allez enfin, et ça, je vous recommande de regarder ça. Je crois que je vais rester. Attentivement. Pourquoi? Parce qu'enfin, voici une chronique santé qui a de l'allure et qui a vraiment un sens pratique. Vous allez comprendre. Moi, je suis herboriste. Vous êtes herboriste, c'est vrai. Allons-y. Et Dieu sait si en feuilletant les magazines, ce mois-ci, comme chaque année à la même période, on parle de régime, on parle de ligne, c'est plutôt féminin, mais après tout, ça concerne aussi les hommes. On a tort, on a raison, c'est pas le sujet de cette chronique, Vincent, mais c'est pour nous dire qu'effectivement, perdre 40 kilos, c'est possible, voire même 45. C'est possible si on fait un peu attention, parce qu'on ne perd pas 45 kilos comme ça. Cela dit, rassurez-vous, en général, lorsqu'on a 45 kilos à perdre, ça part plus facilement que lorsqu'on n'en a que 3. Voire même quand on n'en a pas du tout à perdre. Ah ouais. Oui. Parce que quand on ouvre le... Ah oui, non, non. C'est-à-dire quand on en a vraiment à perdre, ça part assez facilement. Du moins au début. Puis après, ça se tasse un peu. Vous savez pourquoi? Parce que le corps a tendance quand même à s'habituer à la privation de calories. Le corps, c'est une chaudière. Il faut le remplir en calories, c'est-à-dire en énergie, en source d'énergie, pour qu'il marche. Lorsqu'on ne donne pas assez de calories, évidemment, on puise dans ses réserves. C'est-à-dire qu'on va chercher tout ce qu'on a mis autour, la graisse, pour nourrir tous les muscles, tout le fonctionnement métabolique. Et alors, lorsqu'on manque de calories, lorsqu'on n'en apporte pas assez, on va puiser dans ces graisses, justement. Mais si on en met longtemps pas assez, je dirais, eh bien, le corps s'habitue. C'est-à-dire qu'il est habitué à avoir de moins en moins de calories, donc il puise de moins en moins, et même il va faire des réserves, même quand il va manquer de calories. Enfin bon, je vais vous parler d'un cas clinique très intéressant. Vous suivez, là ou... Oui, moi je suis oui, oui, ça c'est... Mais c'est pas un stéthoscope, on dirait qu'il a une perfusion. Oui, oui, je vais le poser. J'ai un peu besoin, oui, vous avez raison, vous avez raison. Voilà, oui, enfin... D'ailleurs, si vous le voulez bien, je voudrais vous montrer un cas clinique très intéressant, des images que j'ai été puisées. Elles ne sont pas de très bonne qualité, malheureusement, mais enfin, on va se rendre compte tout à fait. C'est un homme qui, qui a un peu de poids en trop. C'est un petit film qui date d'il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Vous voyez à quel point ces traits du visage ont disparu, en quelque sorte. Il est mangé par la graisse, on peut le dire. Eh bien, cet homme ne le sait pas, c'est un mort en puissance qui est là sur ce plateau. Et heureusement, il a eu un petit déclic et il s'est mis à faire attention. Enfin, je l'ai bien aidé. Il y a longtemps que je ne les avais pas vus. Ah oui, ça fait peur. Et vous, je comprends, vous gardez la cassette? Je l'ai retrouvé là, en fouillant. Je ne peux pas dire que je me la passe souvent, mais enfin, ça sert, c'est utile. Vous avez été voir pour le festival des films de... Ah oui, d'horreur. Non, mais ça va, c'est mon film d'horreur personnel. Et à l'époque, vous en aviez combien de plus 45. 45 de plus, il y a 5 ans. Bon, alors, j'ai pas encore écrit le bouquin, mais je ferai fortune, parce que si je fais avant-après, là, il y a... Il y en a qui ont fait ça, je vous signale. Oui. Qui était, marche assez bien. Et c'était moins probant que vous. Oui, là, c'est assez... Là, vous l'avez testé sur vous. Oui, je vous donne mes trucs. Non, oui, vous aviez un ennemi à l'époque. Ah oui, l'ennemi absolu, il est là. C'est le soda sucré, consommé depuis l'enfance. Le problème, c'est que la graisse que l'on porte, elle est fabriquée surtout à partir du sucre. Des graisses que l'on mange bien entendu, mais bien pire, le sucre. Le sucre, c'est ça l'ennemi en définitive. Parce qu'on a besoin de glucose pour faire marcher. C'est notre source d'énergie, c'est notre essence à nous, le glucose. Et tous ces sucres se transforment en glucose dans notre organisme. Seulement, dès qu'on en prend un peu trop, hop, stockage immédiat. Et le sucre, c'est l'ennemi. Alors, lorsqu'on a ça, du soda sucré, qui est genre 25 morceaux de sucre au litre, enfin, je ne veux pas dire plus de 20 morceaux, eh bien, c'est d'abord les dents,
Et quand on commence à l'enfance, oui, moi je peux en parler, j'ai des dents catastrophiques, mais ça, maintenant je me soigne. Et surtout la prise de poids immédiate, parce que ça c'est du mauvais sucre. Alors, si vous pouvez vraiment pas vous en passer, prenez des sodas light, qui sont sans sucre, parce que ça évidemment, bon, c'est pas le même goût, mais au moins il n'y a pas de sucre dedans. Le gaz, c'est de toute façon pas très bon, même l'eau gazeuse, parce que ça, disons que ça encombre la digestion, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, 2-3 trucs, mangez le matin en nous regardant, s'il vous plaît, si vous pouvez pas vous en passer. Faites un petit déjeuner copieux, plus on va dans la journée et plus on baisse les calories, parce que le soir, si on mange, tout profite la nuit. Alors que ce qu'on mange le matin ne profite pas, c'est brûlé dans la journée. Voilà. Et puis, c'est du vécu, ça, c'est pas... Et surtout, manger divers, c'est-à-dire des choses diversifiées, goûteuses, parce que quand on mange des choses qui ont du goût, on en mange moins. Sinon, on recherche la satiété, voilà. Et puis, surtout, voilà, faites attention de manger qu'au repas. Moi, je grignotais tout le temps. C'est quand j'ai commencé à manger aux heures des repas que j'ai commencé à maigrir. Alors ça, c'est une chronique santé, s'il vous plaît. C'est quand même autre chose que ça. Ça a bien lu. Très bien. Et la bande de faux témoins que vous venez d'apercevoir, là, ont œuvré ce matin pour faire en sorte de déstabiliser cette émission, mais ils n'y arriveront pas. On va terminer avec la météo, comme d'habitude, et cette fois-ci, c'est Pierre Davant qui s'y colle. Il est là. Oui, voici mon pote. Oui, il est au courant, il n'y a que 2 quarts, tout va bien. Alors hier, il y avait des températures douces, il paraît que ça devrait continuer aujourd'hui. Oui, mais le temps va changer, Pierre Davant? Écoutez, hier on vous a parlé d'une masse nuageuse et une masse d'air chaud. Finalement, elle n'est pas aussi top qu'on aurait pu le penser. Et donc le mauvais temps, disons un temps maussade, va s'installer sur la France, notamment dans son axe central, notamment charnière centrale, où vous le voyez là, tout ça, là, ça c'est pas beau du tout. Même à Lens, qui est premier du championnat actuellement, c'est pas terrible. Dans le sud, en revanche, là, il va pas faire trop mauvais. Il y a le ciel de traîne. Enfin bon, ils sont arrangés entre eux. Mais il y a une perturbation qui arrive de l'ouest vers l'est, voilà, par là, où là, il va neiger ici, au-dessus de 1900 mètres. Ça tombe bien parce que je vais en vacances la semaine prochaine. Et je vais pouvoir skier. Dans le sud, des orages en Corse. Également près de Monaco, et du verglas à Monaco. Voilà, ça c'est Romechou qui m'a dit. On va regarder les températures. Vous pourrez bien sûr que c'est une erreur. Il est bête celui-là. Voilà, les températures cet après-midi, 17 degrés dans la région parisienne et près de Bure-sur-Yvette. Vous en fichez peut-être, mais c'est parce que je dis bonjour à mes parents. Voilà. Et puis Pays Basque, 21 degrés. Ça c'est actuellement le must de la température des cartes de la journée. On me fait signe que maintenant c'est terminé. Donc c'est terminé. À la semaine prochaine. Non, c'est pas... On revient. On va revenir la semaine prochaine. Darty, le contrat de confiance. À la demande de son professeur personnel, Sophie Sled, il reviendra donc la semaine prochaine. Nous allons terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis. Pardon s'il y a eu des petites imperfections, des choses qui vous ont paru anormales. C'était volontaire, voilà. Pas en météo, en tout cas. Emmanuel Vanier est là, lui, en tout cas, bien vivant, pour vous parler, et très sérieusement, du résumé de l'actualité. Au revoir, on se revoit demain, ça nous ferait plaisir. Passez une bonne journée. Madame, Monsieur, bonjour. C'est la dernière journée du procès de Maurice Papon. Au terme de la plaidoirie de Jean-Marc Varro, son défenseur, Maurice Papon prononcera quelques mots, puis les 3 magistrats et les 9 jurés entreront à délibérer pour juger de la culpabilité ou de l'innocence de Maurice Papon, accusé, vous le savez, de complicité de crimes contre l'humanité. Le verdict de ce procès, commencé le 8 octobre, devrait tomber la nuit prochaine. Les policiers municipaux ne seront plus qu'exceptionnellement armés. C'est l'une des principales dispositions du projet de loi Chevènement qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres. Une loi qui prévoit par ailleurs de doter les policiers municipaux d'un code de déontologie et de tout faire pour qu'ils soient clairement différenciés des gendarmes et des policiers nationaux. Le texte devrait être présenté à l'Assemblée nationale à la fin de ce mois. Reconstitution hier soir à Lyon de la bavure de la Duchère en décembre dernier. Un policier lyonnais avait tiré à bout portant sur un jeune homme de 24 ans, le blessant mortellement. Cette bavure avait, vous vous en souvenez, provoqué de sérieux incidents pendant plusieurs jours dans la cité lyonnaise de la Duchère. Un ménage sur 10 vit sous le seuil de la pauvreté. 5,5 millions de personnes disposent de moins de 3 800 francs par mois, révèle une enquête de l'INSEE. La pauvreté s'est accrue chez les chômeurs, mais aussi chez les salariés dotés d'emplois peu stables. Incident cette nuit à Ajaccio entre la police et des manifestants venus soutenir les nationalistes mis en garde à vue mardi. 6 personnes ont été interpellées.
Et puis au carnaval des fous, le plus fou n'est pas toujours celui qu'on croit, alors n'ayez aucune inquiétude. Les sardines ne sont pas folles, elles ont gardé toute leur tête. On ne peut peut-être pas en dire autant de nos journalistes Fanny Pernou et Damien Thévenot qui ont réalisé ce poisson d'avril avec la complicité d'Arnaud, poissonnier rue Mouffetard à Paris que vous voyez ici. Vous pouvez donc consommer des sardines en toute quiétude, le poisson c'est bon. Et puis le 1er avril sera également à l'honneur du journal de 13h, avec notamment un dossier consacré aux farces et attrapes, journal présenté par Patrick Chen et Laurent Spiquet. Merci de votre attention. À demain avec des journaux qui seront consacrés pour une large part au verdict du procès de Maurice Papon. Merci.